Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Outcast. Aujourd'hui, on va parler de comics, de drames familiaux et de couleurs qui claquaient déjà avant que tes parents ne se rencontrent. Imagine un peu, Jeff Lemire te sort un héros qui a plus de problèmes avec son père que toi, avec ta box internet le lundi matin. Tom King, lui, écrit tellement de textes dans ses bulles que tu te demandes si c'est un comic ou le contrat de ton assurance habitation. Et pour finir, Jordi Belair débarque avec une colorisation 60s si stylée que même ton grand-père il dit « C'est trop flashy, remets-moi du noir et blanc ». Alors installez-vous, on va parler comics et promis, on ne va pas vous faire pleurer. Enfin peut-être un peu, Lemire il est cruel. Il se passe quoi là ? Ah mais on t'a pas dit ? Quoi ? Non. Bah, on a fait comme Disney, on a vendu les droits à OpenAI. Ah. C'est pas concluant. Bouya ! Bonsoir ou bonjour et bienvenue dans Comics Outcast, votre podcast indépendant préféré, mais si, sur les comics et leurs univers, en direct et en différé de la bonne auberge du Studio 17, où l'on est si bien accueilli, grâce leur en soit rendu pour l'éternité. Oui. Alors à l'heure où nous enregistrons, nous sommes à quelques jours du solstice d'hiver, c'est-à-dire que la nuit l'emporte sur le jour. Mais fort heureusement, je suis entouré de 3 lumières pour nous guider dans cette obscurité. 3 chroniqueurs en chair et en os qui ont écrit leur review à l'ancienne avec leurs doigts et surtout avec leur cerveau. Ils vont nous éclairer, ils vont éclairer ma lanterne et éclairer la vôtre. Tout d'abord dans les reviews où ils vont nous présenter 3 titres récents et ensuite dans le focus où ils vont nous présenter une œuvre plus en profondeur. Et je vais donc vous les présenter, mes 3 lumières. En face de moi, j'ai Matt. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoute, très très bien. Le cerveau est un peu indisponible, mais ça va très bien. D'accord. Dis-moi, Noël approche. Si tu devais recommander un comics comme cadeau de Noël, qu'est-ce que ce serait ? Je vais tricher parce qu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Woman of Tomorrow de Tom King. Ça vous permettra peut-être de comparer avec un film qui va arriver qui sera quelque peu fade. Ouais, différent, on dit différent. Différent ? D'accord, c'est poli. comme ça. Très bien. Et de quoi tu vas nous parler ce soir ? Je vais vous parler des colonies de vacances. Papa, maman, tout ça, trop bien. Vous vous rappelez ? D'accord. Pierre Perret, sort de ce corps. À ma gauche, j'ai Matt. Ouais. L'autre Matt Satanoka. Matt le gris. Matt le gris. Comment tu vas ? Très bien, merci. Bon, alors, si tu devais recommander un seul comics pour Noël, sachant que Matt le jeune t'a grillé la politesse, ce serait quoi ? Absolute Wonder Woman. Oui, parce très que bien. dedans, il y a Absolute Zatanna. Ah, bon. Bien. Moi, j'ai lu que le premier tome en français pour l'instant, il n'est pas encore là, Absolute Pas Zatanna. encore, patience. Elle arrive. Mais c'est vraiment très bien. On a déjà dit du bien ici. Moi, je viens de le lire, le premier tome en français. C'est vraiment une merveille, Wonder Woman, Absolute Wonder Woman. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ce soir ? Je vais faire une chronique sur 30 millions d'amis, mais extraterrestres. D'accord. Et enfin, en face de moi, en plus de chroniquer ce soir, il réalise l'émission. C'est XT. Salut XT, comment ça va ? Coucou, ça va bien. Ouais, c'est la forme. Hein. Ouais, la grande forme, Ouais. la grande forme. T'es très occupé en ce Kayak et moment ? tout, ouais, très occupé. Très occupé en ce moment. Voilà, on en parlait hors antenne. Croyez-moi, vous ne voulez pas savoir. Donc, même question que pour tes petits camarades. Si tu devais recommander un seul comics à offrir cette année à Noël, qu'est-ce que ce serait ? Spectators de Brian Kevogan. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est bien. Une bonne histoire qui amène à nos affres de la sexualité riche et éprouvante. D'accord. Une Ça sorte parle pas de kayak, de thématique sur tes activités du moment. Hein. Le kayak, évidemment. Le kayak. On s'égare. Mais plus sérieusement, je crois que tu voulais nous parler d'autre chose aussi. Oui, tout à fait. Je voulais lâcher un petit mot pour nos amis de First Print, pour leur First Print Awards, qui était un super moment. J'avais été dans le public avec des auditeurs de Comics Outcast et aussi avec des membres de l'équipe. C'était très chouette et on les remercie tout particulièrement pour un moment extrêmement touchant. Arnaud et Corentin ont fait un hommage à Reagan. Alors certes, très sobre et très adorable. C'était vraiment très gentil et très émouvant. Ça nous a beaucoup touchés, vraiment. Donc voilà, je voulais vraiment les remercier pour ça. Et puis voilà, et j'espère que vous appréciez aussi d'écouter le contenu de First Print qui est très, très bien. Puis voilà.
Merci à eux. Merci à eux. Et Très très belle affiche aussi. Ils ont fait une affiche avec un petit clin d'œil à Reagan et l'affiche est superbe. Ceux qui ont pu en profiter, j'espère qu'ils vont la garder bien encadrée. Ouais. Moi j'aurais adoré la voir. Bref, c'est... Bon. Eh bien, merci encore. On va passer à l'émission proprement parler qui sera Yay. constituée de deux parties. Tout d'abord, les reviews. Je rappelle le principe pour ceux qui découvriraient l'émission. Chacun des chroniqueurs a choisi un titre récent. On a lu les 3 premiers numéros et va nous le présenter. Et ensuite, chacun dira ce qu'il en a pensé. Et dans un second temps, il y aura un focus, donc une œuvre présentée un peu plus en profondeur. Quant à moi, eh bien, je suis Jean Vocat comme un avocat sans le A. Et il ne me reste plus qu'à vous dire... Comics Outcast 255, c'est parti! Matt Tanaka, c'est toi qui commence. Bim. De quoi tu vas nous parler? Alors, qu'est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de Crypto, The Last Dog of Krypton. Qui est sorti donc, cette année, qui est une mini-série en 5, si je ne me trompe pas, Ouais, c'est ça, ouais. publiée chez DC Comics, écrit par Ryan North, dessiné par Mike Norton et colorisé par Ian Herring, avec des petites covers sympas, parce qu'il y en a 2 notamment, une de Dustin Nguyen et puis une de Dan Mora. Alors c'est pas... Comme je dis souvent, hein, c'est pas Joel Clodo. Donc Crypto The Last Dog. Alors Ryan North, on le connaît. Moi, je l'ai connu parce que il a bossé sur Écureuillette, hein, The Unbeatable Squirrel Girl, Chef-d'œuvre. avec voilà, toujours un petit ton léger. Et c'est un petit peu ce qu'on aime chez Ryan North, c'est ce ton léger, un peu humoristique, et qu'on retrouve un peu beaucoup dans le crypto. Alors que Brian South est vraiment lugubre. Ah, lui, c'est un sale con. Mike Norton, je connais pas, mais apparemment... Il a un frère qui s'appelle Edouard, je crois. Ça va être interminable. Ouais. Cette émission est donc placée sous le signe de la Et- gaudriole, comme vous l'aurez compris. Il a un copain aussi qui est dans l'armée, c'est Norton Commander. Ça, c'est une rêve pour les vieux, ça. Mais il a bossé, visiblement, sur un webcomic qui s'appelait Battle Pug, qui a eu un Eisner Award. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est important que je le cite? Parce que ça parlait d'un toutou, un chien géant, pas celui d'Ultra Vomit. Là aussi, si vous avez la ref, vous avez aussi mon respect. Et ton âge. Le coloriste, non, Ultra Vomit, voyons. Et le coloriste, lui, a bossé sur Battle Pug avec Mike Norton et aussi sur une itération de Miss Marvel. Donc, de quoi parle Crypto? Crypto, vous le connaissez, parce que on le connaît depuis longtemps, nous, mais même il a été porté à la connaissance aux yeux des spectateurs et des spectatrices dans le dernier film de Superman, bien évidemment, où on le voit, qui a un chien un peu origine autre, comme on dirait, tout gentil, tout mignon, avec sa petite cape. Et Crypto, The Last Dog of Krypton. Donc là, on a bien évidemment la petite référence de Last Son of Krypton, qui lui était Superman. Crypto, on va avoir l'histoire de Crypto qui va nous être racontée à nouveau. On le retrouve dans un premier temps, un chiot. Alors c'est pas un bébé chien, hein, mais c'est quand même un chiot qui vit sur Krypton, avec sa famille d'adoption qui n'est autre que la famille de Superman. Donc on a Jor-El, on a Lara et on a bébé Kal-El aussi qui est dans la famille. Il vit sa vie de chien, il a des joujoux de chien, il se balade sur Krypton, il renifle le fion des autres chiens de Krypton. On ne sent pas le cul. Première, sauf si elle demande. Et il vit sa vie de chien, mais attention néanmoins, je dis, donc petit avertissement. Cette émission pas envoyée. Petit avertissement parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça. Il se fait de temps en temps maltraiter, le Crypto. Pas par la famille de Superman, quand même. Non. Ah. Et vous savez qu'il existe un site. Hein, est-ce que je sais plus comment ça se dit en anglais, mais le site c'est est-ce que le chien meurt? Et tu tapes le nom du film, Ouais. tu as une base de données et il te dit si le chien meurt dans le film. Comme ça t'évite de regarder les trucs. Et il y a aussi une base de données qui dit est-ce qu'on peut caresser le chien quand tu joues à des jeux vidéo? Ah bien. Du coup, ça te donne toutes les listes de jeux vidéo où tu peux voilà. caresser un chien, un animal, un chat. C'est ouf. Donc bref, il y a de la maltraitance. Il y a vraiment des sites pour tout, quoi. Alors,
C'est important. Première maltraitance, le chien est habillé. Moi, les gens qui habillent les chiens, c'est insupportable. Donc là, il est habillé, il a son petit costume de Superman. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, là, on a le contexte habituel de Krypton. À savoir que genre elle discute avec le conseil des anciens, leur dit que la planète est instable, que le soleil est trop près, qu'il va y avoir des tremblements de terre et que ça va mal finir, et puis on lui dit mais non, c'est des conneries, c'est certainement les Chinois qui ont inventé ça pour nous empêcher d'avoir notre développement économique. Ah zut, on va encore en perdre un. Et bien évidemment ça se passe pas très très bien, on connaît la fin. Donc que fait Jor-El? Il travaille sur son vaisseau interstellaire pour envoyer dans l'espace, qui on sait, si vous suivez un petit peu l'histoire des comics depuis les combien 50 dernières années, 60 dernières années. Il faut avoir ton âge, quoi, du coup. Il décide, à peu près, et il décide de tester son vaisseau avec son chien, tranquille, comme ça. Donc deuxième maltraitance de chien, le chien est utilisé comme un cobaye, puis visiblement eux ça leur pose pas de problème, hein. Et là ça tourne mal, je prends que mon chien, ça tourne mal, puisque Krypto est envoyé dans le petit vaisseau, qui est un vaisseau similaire dans celui dans lequel sera envoyé notre ami Superman. Et ça part en sucette, il sort de l'atmosphère de Krypton, il tombe sur un trou de verre, et là, le voilà qui disparaît. Et visiblement, il y a un shortcut, où il y a un no-clip entre Krypton et la Terre, puisqu'il aurait pu se retrouver sur n'importe quelle autre planète, mais il se retrouve sur la Terre. Donc son vaisseau s'écrase sur la Terre, le voilà qui est blessé, qui est tout seul, puisqu'il est censé mettre, il est effrayé, et il est recueilli quand même par un jeune homme. Sauf que pas de bol, il aurait pu tomber sur quelqu'un de gentil. Et ben non, figurez-vous qu'il tombe sur Young Lex Luthor. Avec des cheveux. Avec des cheveux, voilà. Donc, il est pas né chauve. il ressemble. Moi je pensais. Non. Il est peut-être né chauve. Oui. Mais là, non, il a des cheveux. Il ressemble à un personnage un peu d'Archie Comics. Et oui, par contre, c'est le Lex Luthor qu'on connaît bien. C'est vraiment quelqu'un de peu recommandable. De peu recommandable, à tel point d'ailleurs qu'il entretient avec ce pauvre Krypto qui, lui, comme tout bon toutou qui se respecte, cherche un maître aimant à qui il peut offrir sa loyauté, puisqu'il n'y a rien de plus loyal dans ce monde qu'un chien. Sauf que Lex Luthor, c'est vraiment un sale con avec son chien, puisqu'il le frappe, il l'enferme toute la journée. Krypto, lui, il fait des bêtises de chien, il mange les pieds de la table, il mange les vêtements. Et Lex Luthor ne trouve rien de mieux que de le frapper et de l'enfermer dans une cage. Heureusement pour Krypto. Je peux me permettre une question, parce qu'il y a un truc qui m'interpelle. Mais Krypto, il n'est pas censé avoir les mêmes pouvoirs que Superman, rapport au fait qu'il est kryptonien. Si. D'accord, parce que du coup, je comprends pas qu'il puisse se faire tabasser par Luthor. Mais j'anticipe trop, je te laisse continuer. Du coup. Mais la façon dont je le décris, c'est un petit peu simplé, c'est un petit peu machin, mais bon, je vais pas vous gâcher ce que je vais vous dire. Vous me voyez venir de loin. En fait, c'est une fable, bien évidemment. La façon dont l'histoire de Krypto est racontée est un double entendre, comme disent nos amis américains. Un incendie est causé indirectement par Lex Luthor avec un engin incendiaire, et Krypto, en fait, lors de cet événement, se rend compte de la vraie nature de Lex Luthor, se rebelle et s'enfuit. Donc là, il s'enfuit dans la nature, s'ensuit une longue période, et ça c'est très très propre aussi à ce comic book, une longue période de dessin, et uniquement de dessin. Il n'y a pas de dialogue. Par contre, ce qui est très très fort, c'est qu'on voit véritablement les émotions du chien à travers ses réactions, à travers son attitude. Donc là, c'est là où je fais mon mariole, mais c'est un courant d'écriture qui s'appelle le behaviorisme, où tu décris les sentiments de la personne, non pas en disant il est triste, mais en disant il regardait vers le bas, il avait la tête inclinée et tout. Donc c'est vraiment très très bien fait. Il erre dans la nature, c'est l'hiver, il neige, et il tombe nez à nez avec une petite fille qui est perdue dans la campagne, qui est certainement vouée à mourir parce qu'elle est totalement abandonnée, la pauvre. Et là, Krypto commence en fait, si tu vas, se révéler. Et il fait preuve d'héroïsme, de courage, de sacrifice et d'abnégation. Il sauve la petite fille, déjà en lâchant un super ouah, un gros waouh, comme ça.
ou un gros bark, je sais plus, oui, c'est un gros bark. C'est Bark. Et après, il prend la petite fille sur son dos et il court à toute vitesse à travers champs, à travers les montagnes pour ramener la petite fille chez elle. Et bien évidemment, il la sauve. Et bien évidemment, comme dans n'importe quelle série où il y a des chiens abandonnés, le solitaire, les trucs comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est genre le caméléon. Voilà, moi, ça me voilà, pensait au c'est caméléon. ça, À chaque exact, épisode, il partait exact. en disant Mais vous êtes qui? Voilà, Je suis déjà parti en fait. voilà, c'est ça. Et donc il s'en va. David Il, Banner dans la vieille série, série Hulk, C'est un peu ça. qui Ouais. partait tout le temps à la fin sur cette musique au piano Voilà. déchirante. Ou Lucky Luke qui s'en va au soleil couchant. Donc ça c'est la fin du troisième épisode, et le troisième épisode se termine sur un événement mystérieux puisque la capsule dans laquelle Crypto est arrivé se remet à fonctionner tout à coup et détecte une menace visiblement avec un logo, et maintenant que je le revois, bien évidemment qu'on sait qui c'est, ce qui n'annonce rien de bon. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, vous avez remarqué que c'est pas la complexité du scénario qui est à mettre en avant, même si l'intrigue est assez sympathique, quand même assez positive, assez simple, mais comme je vous disais, il faut le voir comme une fable. Donc les points positifs que j'ai relevés moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que personnellement j'aime bien les animaux, notamment les chiens, et de voir ce pauvre toutou abandonné, de voir ce pauvre toutou se prendre des baffes, de voir ce pauvre toutou chercher de l'amour, chercher de la chaleur et de la loyauté, ça m'a touché. Donc ça, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Bon, l'histoire de Crypto en elle-même, excusez-moi, si je termine bien évidemment, il y a quelques petits moments qui sont très touchants. Alors il y a des cases qui sont assez marquantes. On a Crypto dans son pod là, qui s'envole là. Il y a une belle case. Il y a aussi une belle case qui a marqué tout le monde. C'est Crypto qui fait dodo avec bébé Kal-El. Donc ça c'est super mignon. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont assez sympas. Par contre, à contrario, pardon, c'est du vu et du revu dans l'histoire, bien évidemment. C'est un parallèle avec ce qui va arriver pour Kal-El, pour Superman, quand il va lui-même ensuite faire le voyage vers la Terre. Je vous le disais tout à l'heure, c'est surtout dans ses qualités de fable et ses qualités graphiques qu'on peut trouver du plaisir à lire cette œuvre-là. Les émotions de Crypto sont exprimées sans dialogue. Alors le chien ne parle pas, voilà, c'est pas du tout, il n'y a pas de bulle, il fait juste bark. Bark, voilà. Il ne parle pas, le chien, donc c'est ne pas faire parler son personnage principal. Dans Star Wars, ils ont essayé avec Chewbacca, ça n'a pas super bien marché, mais là, c'est réussi. Il y a aussi des trucs... Comment ça n'a pas super bien marché dans Star Wars? Il y a des éléments qui sont assez sympas niveau dessin et niveau colorisation. C'est qu'il y a vraiment deux espaces très très clairs sur Krypton où les couleurs sont très très vives, très très éclatantes. Avec bien évidemment une civilisation technologiquement très très avancée comme on le connaît, et à contrario quand il arrive sur Terre, c'est une palette qui est beaucoup plus terne, qui est beaucoup plus contrastée, qui va avec la situation de Crypto, parce que quand il était sur Krypton, il était avec sa famille, il était content, il était joyeux, alors que quand il arrive sur Terre, le pauvre, il est tout seul et il est abandonné. Bon voilà, l'intrigue est forte mais pas révolutionnaire, c'est ce que j'ai écrit. Par contre, si vous aimez vivre des émotions, passer un bon moment, ça sera certainement pas le comics de l'année, mais c'est quand même très très agréable à lire. Si vous aimez les toutous, je vous invite à lire cette fable qui donc, de ce que j'en ai compris moi, parle d'exil, de perte de son quotidien, de perte de ce qui est familier, de se retrouver tout seul. Ça parle aussi beaucoup d'émancipation, notamment dans cette relation avec Lex Luthor, qui est une relation que de nos jours on qualifierait toxique, et donc avec un personnage qui est toxique. Moi, à mon époque, quand j'étais jeune, on appelait ça un connard, mais maintenant il est toxique. Et surtout, ce qui est sympa, c'est cette attitude de Crypto qu'on retrouvera un petit peu dans Superman. Alors dans le déjà funeste trailer de Supergirl,
Women of Tomorrow. Ouais. On l'entend dire Superman voit le bon dans chaque personne, moi je vois la vérité. Crypto, il est un peu comme Superman, pour le coup. Il voit le bon en tout le monde. Hein. Il part du principe que tout le monde est bon, il laisse sa chance à tout le monde, mais une fois qu'il l'a laissé, tant pis, il s'en va. Et il garde toujours cette attitude positive, un peu comme une espèce de Forrest Gump. Et il traverse les épreuves qui lui sont infligées avec toujours cet optimisme. Et c'est ça aussi qui fait du bien. Et c'est aussi, question fable, une petite leçon de vie qui est assez agréable à lire. Je vous le recommande si vous aimez bien les toutous, si vous aimez bien les histoires légères. C'est parfait. D'accord, merci pour cette présentation. Moi, j'ai encore des questions Go de compréhension. Ça s'inscrit dans la continuité, c'est une espèce de rétro-continuité, on s'en fout un peu en fait. C'est une sorte de... Bon, je crois pas. Je pense que c'est un truc à côté, quoi. Ouais, c'est un peu en dehors. Ouais. Ce serait pas du tout pour surfer sur la vague À peine. de crypto devenu célèbre grâce À au film peine. de James Gunn. Alors, surtout qu'en plus, le chien oui, il ressemble absolument au chien du film. si je dis pas de bêtises, c'est sorti avant le film parce que Oui, mais c'est c'est sorti pour pendant préparer. l'été Summer of Superman. Donc Ah en oui. fait, pendant cet été chez DC, ils avaient plein de titres Superman qui sont sortis et Crypto en faisait partie parce que c'était la première fois. Enfin, je dis peut-être une erreur, mais Crypto était mis en avant dans le film Superman. Mhm. Je sais pas si ça avait été fait auparavant. Dans d'autres films, non? Ouais, dans d'autres films, non. Du coup, là, c'était l'occasion en plus de mettre un comics D'accord. en parlant et de retracer un peu qui est Crypto jusqu'à l'arrivée. Parce que pour l'avoir lu jusqu'au bout, la fin, c'est son arrivée à Smallville et avec les Kent. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, donc, il est passé dans un trou de verre et il est parti avant Kal-El, Oui, mais il est arrivé exactement. après. On sait pas trop. Parce que là, Luthor, il est jeune, donc il a des cheveux. Ça, voilà, C'est un ado, faut- c'est un ado. faut- Hein, enfin, c'est un ado, ouais. ouais, c'est un ado. Oui, et puis Luthor, parfois il a le même âge que Superman, parfois il est Ouais, plus âgé, voilà. donc du coup Ouais, on peut ouais, pas trop savoir. Et en fait, on comprend qu'il grandit. Au début, comme tu dis, c'est un chiot. Et finalement, là, et à la fin de la troisième issue, c'est plus Non, vraiment c'est un un- chiot. c'est En un fait, chien. c'est un chien. Là, C'est un c'est chien. un vrai chien. Donc en Ouais. fait, tu sens qu'il se balade longtemps. Mhm. Ça fait longtemps où il est seul. Il y a une vraie solitude. Il y a ce côté aussi, tu vois, émancipation, hein, coming of an age, hein, où quand il est sur Ouais. Crypto, c'est un petit chien, il fait partie d'une famille, et là, c'est une sorte de passage à l'âge adulte. Très bien, très bien. Eh bien Matt a perdu Matic, je te laisse continuer sur ton avis. Moi, déjà, je veux dire que je suis Team Chat. Donc Crypto, Donc- j'en ai donc- rien à battre. Donc ça démarre déjà, bon. Non, Allez. je rigole. Moi, j'ai tout lu. Je suis allé au bout des 5. Tu disais que c'était un comics plutôt sympathique, etc. Quand tu as dit que c'était pas forcément une des lectures de l'année, je suis un peu en désaccord avec toi parce que Ah. pour moi, c'est une des lectures de Ah l'année. ouais, c'est bien. Parce que jusqu'au bout, notamment jusqu'à la 5e issue, on a vraiment cette histoire de coming of age vue par un chien, ce qui est plutôt assez... un chien que tout le monde connaît encore une fois, mais encore une fois, nous on parle aussi aux novices. Donc Ouais. que si vous connaissez pas Crypto, foncez, parce que c'est une super introduction au personnage. Et puis surtout, c'est pas la seule vraie introduction au personnage d'un côté. ça, je suis pas assez expert pour ça, Euh. mais c'est possible. En tout cas, qui se tient que avec ce personnage Voilà, c'est ça. de Crypto. Et c'est touchant. C'est vraiment, il y a une forme de mélancolie pendant toute la ouais, sur ces 5 issues où vraiment t'es triste pour ce chien qui s'est fait qui est seul, qui se balade et qui rencontre des personnes qui soit vont le frapper, soit vont l'aimer, mais vu que c'est pas sa famille et qu'il se sent pas forcément à sa place, il va aller voir ailleurs et il se balade. Et tu le vois, la fin de l'issue 2 et 3, c'est vraiment lui qui repart dans l'hiver et va continuer à marcher. J'adore le dessin, absolument le dessin. Il a une manière de dessiner le chien, tu comprends immédiatement quelle est l'émotion qu'il veut transmettre. Et c'est ça qui fonctionne aussi dans le côté mélancolique, c'est-à-dire que c'est un personnage, alors certes il parle pas, il barque, contrairement à XT qui kayak, mais par contre c'est instantané, c'est très très beau, il y a énormément d'émotions dans le dessin, les personnages aussi humains sont très émotifs et c'est vraiment super. La couleur aussi est vraiment splendide. L'issue 4 est encore plus violente que l'issue 2.
Lishudo. À noter, je sais pas si tu l'as dit, j'avais pas écouté, mais au début de l'issue 2, il y a un trigger warning en disant il y a quelqu'un qui fait du mal à un chien et c'est pas un comportement à avoir. Ok. Vraiment ça. Et bref, pour moi, c'est un très bon comics d'introduction de crypto, un très bon comics feel good, mais surtout aussi un très bon comics jeunesse. Et parce que ça t'apprend les limites que tu peux avoir avec un chien, c'est-à-dire le frapper, toutes ces choses-là, ça t'apprend tout un spectre aussi un peu plus global, c'est un vrai coming of age puisque comment créer une relation avec un animal exactement correct. Et dans l'épisode 4 on va parler des trucs un peu plus aussi obscurs et c'est vraiment franchement j'ai adoré cette lecture. Super, donc un grand oui de ton côté. Un grand bark. Super. XT, team chien ou team chat? Ah, tu sais, moi je choisis pas. Moi je choisis pas. J'aime tout. D'accord. Mais non, moi c'était ma lecture, clairement, sans aucun doute, je le dis tout de suite, c'était ma lecture de la pile de ce soir. Sans aucun doute, c'est celle qui m'a le plus touché. C'était extrêmement touchant, ce personnage, en effet, quand tu parlais des émotions qui sont montrées sans avoir 150 bulles, etc., pour montrer ça. C'est vrai que tu as cette mise en scène et ces expressions qui font tout ce qu'il faut pour avoir la compassion qu'il faut pour ce personnage ou avoir cette espèce d'admiration aussi pour ce personnage de chien qui est clairement au grand cœur. J'ai beaucoup aimé et en fait je pense que mes petits camarades ont relativement tout dit sur le truc, je sais pas quoi rajouter particulièrement là-dessus. Mais oui, j'aurais bien envie de lire la suite. Je savais pas que c'était fini pour le coup, j'avais pas suivi. C'est en 5, c'est ça? Ouais, c'est en 5 et c'est très bien en 5. Et c'est vrai qu'aussi je me rends compte aussi quand j'ai lu ça que je prends de plus en plus de plaisir à lire des comics avec peu de bulles qui racontent beaucoup plus par leurs images que par leur contenu verbal, et je trouve qu'il réussit très bien son pari là-dessus. Ok, merci. Donc un grand oui. Hein. Un grand bark. Un grand bark pour le toutou de l'espace. Je sais pas s'il y a une version française qui est prévue. Je sais pas si vous avez des infos dessus. Non, mais probablement chez Urban. Hein. Ouais. En plus, il y a eu une bonne critique en tout cas de crypto, ça c'est. Ouais, très bon retour un peu partout. Ouais. Même. Je pense qu'on l'aura. Ça aurait été bien pour Noël, mais je sais pas si ça sortira. Alors, peut-être qu'on l'aura, tu sais, en format un peu zarbi, là, un peu petit, là, tu sais. Après, un format jeunesse peut-être. Ouais. Après, ils vont peut-être attendre l'été en fait pour surfer sur Supergirl. Ouais. Oui, ce serait malin. S'ils étaient malins, c'est que là le film Superman commence à sortir en Blu-ray. En plus, ouais. Donc c'est peut-être l'occasion là maintenant. Mais d'ailleurs, avant de passer à la review suivante, puisqu'on est dans l'univers de Superman et que ça fait partie de l'actu, on l'a déjà vite fait évoquer, mais une petite prise de température sur votre ressenti du teaser de Supergirl à venir, qui adapte donc ce chef-d'œuvre qu'est Woman of Tomorrow. Que vous inspire ce trailer? Au hasard, Matt Satonaka. De l'incompréhension. S'il faut vraiment le dire en un mot, de l'incompréhension. Je vois. Alors, j'espère que. Je vois. C'est pour attirer l'attention. J'espère que c'est pour attirer l'attention. Parce que je ne reconnais absolument rien de ce qui m'a plu dans le comic book. Je vois des ficelles, je vois des bravades, je vois des bagarres. Je sais pas. C'est tellement plus que ça. Donc, avec un petit peu, allez, on va être optimiste comme Crypto. On va se dire que c'est juste un premier jet, c'est pour attirer l'attention, et qu'après, la prochaine bande-annonce construira quelque chose. Je pense que c'était à peu près la même chose quand il y a eu cette succession de bandes-annonces pour les l'équipe des bras cassés là, les New Avengers là, avec la petite étoile. Thunderbolts, voilà. Où la première bande-annonce, tu savais pas où t'étais, et puis petit à petit ça commençait à construire quelque chose. Donc avec un petit peu de chance, ils vont réussir à nous proposer quelque chose comme ça. Tu veux dire quelque chose? Ouais, moi je pense que ça va m'avoir dans le récit, dans ce que ça va raconter, parce que le matériau de base, donc Woman of Tomorrow, est parfait dans ce que ça veut raconter. Et voilà, il y a énormément de choses à raconter, et je pense que ça peut bien le faire. C'est James Gunn et il sait raconter de belles histoires.
Après, c'est vrai que visuellement, c'est quand même très décevant. On retrouve pas le trait de. C'est qui? C'est Belkis Evely Oui, c'est ça. Oui. Ouais, Belkis Ouais, Evely, oui. les couleurs aussi du coloriste. Il y a pas ça. Il y a vraiment, Ouais. c'est très terne. Il y a du fond vert, ça se sent, ça se voit. Après, évidemment qu'il y a du fond vert parce que ça se passe majoritairement dans l'espace. Mais c'est vrai que c'est terne, je suis d'accord avec toi. C'est dommage de faire un truc aussi terne alors que James Gunn promettait de pas faire un truc à la Snyderverse en mode on fait quelque chose de coloré, et il aime le côté En plus, coloré. il aime ça, hein. Et là, je suis un peu déçu parce que je suis en mode c'était le moment. Au moins pour Supergirl, pour se détacher un peu de Superman aussi, de faire un truc vraiment très flashy, très coloré. Et bon. Bon, on verra. Après, exprimer les problèmes un truc très coloré, des problèmes peut-être de maladie mentale ou je ne sais quoi, de dépression qui peuvent être un peu évoqués dans le bouquin. Enfin, pas de maladie mentale, mais plutôt de dépression. Mais c'est dur de faire forcément du coloré. Mais par contre, moi, j'ai pas du tout accroché. Mais je suis pas un Gunn sous. Moi, Gunn a tendance à m'énerver plus qu'autre chose. Avoir la blague du chien. Le trailer m'a pas convaincu, l'histoire du vomi là. C'est sûr que c'est lui qui réalise. Je sais pas Non, c'est Non, pas lui, c'est c'est pas pas lui lui, qui c'est pas réalise. lui. D'accord. Mais Non, c'est c'est pas lui, complètement hein. sa patte après en fait pour le moment. Mais on sent qu'il y a sa patte, hein. Il y a beaucoup de Et réactions bon, sur Internet qui disent que ça ressemble au gardien. Et... Je dois reconnaître que là comme ça m'attire pas. Clairement, je m'attendais à un truc. En fait, j'espérais à quelque chose de plus poétique, d'un début plus de poésie. Bah oui, parce que la BD elle est comme ça. Hein. Et pour l'instant, je vois juste quelque chose de relativement vulgaire, qu'il a l'habitude de faire et qui peut être très drôle, mais qui je ne pense pas qui se prêtera à ce contexte-là. Et pour l'instant, là, le message d'intention est plutôt dans ce sens-là que. Après, de ce qu'on a vu, ça ressemble beaucoup à la première partie du récit, où Oui, elle est un peu en mode bah les couilles. Peut-être que, comme dit Matt Tanaka, peut-être que c'est juste histoire d'attirer le chaland, de dire regardez, ça va être pimpant, et peut-être derrière d'avoir une nouvelle bande-annonce quand on arrivera sur l'année 2026, quelque chose de plus posé, plus poétique et plus doux. Et oui, là, ça sera plus intéressant. Une affaire à suivre, donc, c'était le point actu. Bien joué, Jean. On va passer à la suite des reviews. Eh bien, ça va être à Matt. Bah, c'est super. Bah alors, c'est super, qu'est-ce que tu nous présentes? C'est super. Bah, moi, je vous présente Flow. Flow. F-L-O-W. Imagine ça comme en traduction, c'est. Ah, mais c'est Team Chat alors? Alors non, ouais. Alors là, c'est vraiment pas Team Chat. Je comprends. Le meilleur chat, en plus. Mais malheureusement, non, ça n'a rien à voir avec le film Flow, pour ceux qui n'auraient pas compris. Le Excellent film d'animation sorti l'année passée, qui était une pure merveille. Mais passons, je m'égare. Flow donc. Flow qui veut dire en français, ça serait pas ruissellement, mais genre un flux. Ouais, un flux. Voilà. Ruissellement, c'est le truc qui n'existe pas. Non. Ruissellement. Ah oui, d'accord, très bien. C'est vrai. Le ruissellement. La théorie du ruissellement. Ah oui, Flow, donc c'est publié chez Mad Cave depuis le 17 septembre. C'est prévu en 5 issues. C'est écrit par l'américaine Paula Sevenbergen. On l'a déjà vu travailler sur Stargirl, mais surtout elle fait des articles pour Mad Magazine ou encore le Washington Post. Donc c'est pas vraiment une écrivaine à proprement parler de comics. C'est dessiné par l'italienne Claudia Balboni, qui avait fait Killer Queens notamment, et aussi un peu de Star Trek. À la couleur, on retrouve Fabi Marquez, qui a fait les couleurs de New Avengers et de Thundercast Lost. Donc tout ce qu'on a chroniqué, que des bons. Ça annonce la couleur. Et au lettrage, on retrouve Jodie Troutman, qui a fait du Star Trek, Godzilla, DC Pride. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ce petit Flow? Pour précision, c'est une histoire avec 2 temporalités. Le passé et le présent. C'est pas simple à expliquer, mais voilà, c'est... Bah, enfin, si. Si. Le passé, c'est ce qui s'est passé avant, et puis le présent, c'est ce qui Voilà. est maintenant. Mais Non, c'est pas ça? si, c'est exactement ça, Jean. Merci de m'avoir éclairé. Je comprends mieux en fait ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc, dans le présent, on va faire connaissance avec Mo, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle bosse dans un labo où elle se tape son supérieur marié, d'ailleurs. Elle sait que c'est pas bien, mais compliqué de dire stop quand elle a un moment aussi crucial de son développement personnel. Et puis un jour, Alistair, une connaissance du passé, vient la voir pour lui dire qu'il se passe des événements étranges dans sa vie, comme cette énorme trace de main ensanglantée sur sa chemise. Alors ok, il a peut-être traversé toute la ville comme ça, mais t'inquiète, ça le fait. Il lui raconte d'ailleurs que c'est pas la première fois que ça arrive,
Et bah ça tombe bien parce qu'en fait Mo elle vient d'expérimenter une vision assez horrifique. Elle vient de voir une petite fille couverte de sang en train de la regarder dans le jardin. Donc l'ambiance est pas folle et nos deux personnages font le lien. En fait il y a 10 ans, dans un camp de vacances, il y avait Dara Lund, une jeune fille toute timide, un peu recluse dans la société avec un père conservateur et une mère morte dans un accident industriel. Et là, on va revenir dans le passé. 10 ans auparavant, pendant ses vacances, en fait, Dara subit son premier cycle menstruel et ne comprend rien à ce qui se passe. Son père ne lui a jamais rien expliqué, sa mère n'est plus là. Et c'est pire, en fait, l'équipe encadrante lui explique que c'est rien de grave, mais on va pas aller plus loin que ça dans l'explication parce que c'est à ton père de te raconter exactement ce qui est en train de se passer. Ça commence super, en tout cas, ce petit camp de vacances. Entre en scène le vrai élément perturbateur du récit, une petite peste appelée Conley qui va faire un grand plaisir de lui raconter qu'il s'agit en réalité d'une malédiction. Et pour s'en défaire, Dara va devoir accomplir plein de tâches ingrates et surtout humiliantes. Bref, c'est du bizutage en règle. Autour de cette boulie de service, on retrouve en fait nos jeunes Mo et Alistair, donc 10 ans auparavant, mal à l'aise avec la situation, mais incapables de protéger leur camarade Dara des nombreuses crasses que prépare Conley. Et c'est un peu tout le sujet. Si on ne fait rien, est-ce qu'on est finalement coupable ? Et le passé se dévoile alors petit à petit au travers de divers flashbacks. On apprend l'origine de cette main ensanglantée qui apparaît pour la première fois sur Alistair. On retrouve Dara s'appuyer sur Alistair avec des mains remplies de sang. On apprend aussi d'autres faits qui vont faire écho avec le présent. Un moment, Conley va devoir le faire manger de la terre et des insectes. Et finalement, notre ami Mo, dans le présent, donc dans la vingtaine, va recracher un insecte et va avoir un goût de terre et de la terre qui sort de sa bouche. Petit à petit, voilà, tous ces petits éléments étranges vont en fait se mêler avec qu'est devenu finalement Mo, Alistair et Conley 10 ans plus tard. Donc on l'a dit, Mo, elle reste piégée dans sa relation tordue avec son supérieur. Alistair, lui, est quant à lui dans une famille qui ne respecte pas son homosexualité, ni son petit copain. Et enfin, Conley, donc la bully, elle est devenue CEO d'une grande boîte, mais en fait, sa vie est totalement solitaire. Entre le divorce de ses parents extrêmement jeunes et l'impossibilité de créer une relation avec un partenaire, finalement, elle est riche, mais elle est malheureuse. Et donc, toutes ces expériences surnaturelles, elles vont se faire de plus en plus intenses chez nos trois protagonistes et elles vont les rejoindre, elles vont permettre de rejoindre et trouver la source. On sait que c'est Dara, comment ça se fait, comment on va la combattre. Et à ce moment-là, donc là on est déjà à la fin de la 3e issue, à ce moment-là, Dara apprend qu'en fait elle est en train de se faire bisuter 10 ans auparavant et au moment où elle apprend, elle va décider de se venger. D'accord. Et c'est ainsi que se terminent ces 3 issues de Flow. D'accord. C'est une série limitée, j'ai l'impression. 5 5. issues. Alors il y a marqué sur Mad Cave, il y a marqué premier volume, mais souvent ils font ça en ce moment. Oui. C'est-à-dire Ils se ils en laissent font une porte 5 ouverte. et voilà. Pourquoi En ce parler de moment, Flow? ça fait quelques années maintenant. Oui, que je fais ça. Écoutez, je vis dans le moment présent. moi. Pourquoi ce comics? Déjà, là on a parlé de Mad Cave, je trouve que c'est intéressant d'en parler, on en parle rarement. C'est un gros éditeur indé qui fait vraiment beaucoup de comics et c'est vraiment une première marche pour beaucoup d'auteurs, d'autrices. On connaît Image, mais Image c'est devenu tellement gros que... Oui, c'est aussi gros que les deux autres. Exactement. Un Big Three, maintenant. On connaît Dark Horse aussi, énormément C'était de... un Big Four, en fait. on a Merci, aussi... XT. On a Distillery par exemple, mais Distillery c'est aussi que des gros noms qui apparaissent. Mad Cave c'est l'occasion de voir un peu ce qui se fait en dehors des auteurs grand budget et reconnus, et je trouvais ça intéressant de parler de ça, surtout que c'est une équipe entièrement composée d'autrices et d'illustratrices. D'accord. Ce ne sont Intéressant. que des femmes, et intéressant. Vraiment, c'est assez rare qu'on souligne, mais je trouvais que c'est intéressant. Malheureusement, on sent que ce ne sont pas des autrices expérimentées, ni des illustratrices expérimentées, et ça va se ressentir dans la série. Parce qu'honnêtement, Flow, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Non. Et c'est fou parce que les couleurs sont fades. Sur Killer Queens, donc Balboni est épaulée par Ares Saxon à la couleur et qui a tendance à proposer des couleurs vives et uniformes et ça fonctionne bien avec son style. Là, sur Flow, c'est l'inverse.
et franchement en fait ça devient presque laid. Le dessin est un peu dégradé, c'est de la couleur terne, et en fait ça rend le dessin et la couleur font un ensemble un peu baveux, un peu moche, les proportions sont pas très belles. Ça pourrait accentuer ce côté un peu crade, un peu horrifique, et finalement ça ne fonctionne pas du tout. Visuellement, le comics ne fait pas peur, ne permet pas d'installer une ambiance, en tout cas. Et en termes de narration, qu'est-ce que ça donne ? Bah là aussi, c'est pas fou. C'est-à-dire que le pire, je pense que c'est la mise en case, où par moment, j'ai du mal à lire l'action, alors que c'est pas de l'action On pure. parle de gens qui marchent, en général. Ouais, voilà, c'est des gens qui marchent, c'est la mise en case qui est particulière, c'est compliqué par moment de comprendre, ok, ils sont là, comment ça se fait que la case d'après, ils sont là, et dans ces positions-là, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, toutes ces choses-là, et ça ne fonctionne pas. Surtout avec les allers-retours passé, présent, qui sont un peu genre, attends, quoi on passe déjà là ? Enfin, il y a des... C'est pas forcément évident, et par contre, donc au final, sur la forme, c'est pas un beau comics. S'il faut le dire, c'est pas un beau comics. Je peux pas vous le recommander en disant allez voir ça, c'est sublime. C'est pas crypto, et ça sera pas les choses qu'on verra après. Par contre, je ne sais pas par quelle magie, la 3e issue m'a donné envie de savoir ce qui se passe. Parce que je trouve que on commence à rentrer dans le vif du sujet après cette 3e issue. Elle n'est pas encore sortie, la 4e, donc j'espère que je me trompe pas en disant ça, mais je suis curieux de savoir où ça va, parce que dans les thématiques que ça va raconter, dans les personnages que ça a installés, et on va dire, pas forcément pour l'ambiance horrifique malheureusement, mais plus pour l'écriture des personnages, et j'ai envie un peu de comprendre qu'est-ce que va être la finalité, qu'est-ce qu'elle va être cette malédiction, et comment la combattre, ou en tout cas l'accepter. Est-ce qu'on accepte finalement que quand on est juste spectateur de gens qui se font du mal ou de gens qui font du mal, est-ce qu'on est franchement coupable ? Est-ce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que pense Paula Sevenbergen sur ce principe-là ? Qu'est-ce que pense d'ailleurs ce quatuor de femmes ? Est-ce qu'ils ont une vision sur ça, ou est-ce que ça va être un peu en eau de boudin à la fin d'un 5e en disant c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai envie de savoir. Donc t'as quand même des signes quand même déjà de ce que. Ouais, bien sûr, parce que il y a quelques points clés, mais voilà, je peux pas le conseiller. Mais toi, si tu vous seras êtes curieux. curieux sur du comics indé, et peut-être des prochains auteurs ou autrices, illustrateurs, illustratrices, je pense que c'est intéressant peut-être de jeter un œil, parce qu'on peut peut-être les revoir, elles peuvent peut-être s'améliorer. Voilà, mais en tout cas, le quatuor, malheureusement, les 4, ça ne fonctionne pas. Bon, merci pour cette review. Donc plutôt bof, avec quand même une petite accroche de curiosité pour la suite. Oui, je dirais à éviter, sauf pour vraiment ceux qui ont envie de creuser ça, quoi. D'accord. XT, qu'est-ce que t'en as pensé comme t'as Moi, commencé c'est pareil, j'ai un problème avec la forme complète, et même en fait, la forme globale de la BD en général. C'est un peu laborieux à lire, c'est un peu confus, tu sais jamais. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Mais par contre, je trouvais le sujet grave intéressant. C'était super chouette de parler de ce genre de sujet sur le une forme de coming of age, de comment aussi en tant qu'enfant on est des sales boulis entre eux, quoi. Les enfants sont vraiment des connards entre eux, à quel point nos actes jeunes peuvent avoir un impact sur la vie future de plein de gens. C'est vraiment des thématiques un peu riches qui sont pas toujours bien évoquées, ou qui sont souvent évoquées sous un peu le teen movie ou le truc très adolescent, mais en manquant peut-être le sérieux qu'il faut. Et là, il y a un vrai côté sérieux sur le sujet, il donne un côté grave en fait à tout ce qui est fait. Et c'est bien fait. Tout le fond est vraiment super. Et comme tu dis, putain, par contre, c'est vraiment une tannée quoi à lire, quoi. Et la fin, en effet, pareil, je me dis enfin ça démarre aussi. Genre vraiment le 3e issue, tu dis à la fin, tu dis enfin, ok, très bien, parce que en fait, t'aurais pu me raconter la première issue, enfin les 3 premiers en un numéro, c'était réglé. C'était long. Ok. Moi, ça m'a paru super long, alors qu'il n'y a pas tant de cases à lire, quoi. Non, c'est ça. Une des thématiques qui m'avait plu aussi, c'était le fait, l'absence, on va dire, ou en tout cas l'irresponsabilité des adultes. Oui, aussi, oui. Que ça soit envers horrible, les enfants dans un camp de vacances, ou même vis-à-vis d'elle, de Daraloun, personne qui ose prendre une responsabilité importante et se dit attends, non, moi je veux pas le faire parce que attends, tu sais, ses parents, c'est machin, mais il y a un moment, faut les prendre ses responsabilités, parents ou pas, en fait, par rapport à ce que tu dois à une personne en général, un enfant. Tu t'échappes de l'éducation de l'enfant, ce qui est un peu logique quand t'es un adulte, sinon tu peux te prendre dans la gueule le parent en face.
espèce de tu sais pas quoi faire en tant qu'adulte vraiment. Et ça, c'est vrai que c'est bien mis en avant. Genre, je sais pas, je ne pourrais pas spoiler du coup dans l'histoire, mais sur, je sais pas, des croyances religieuses, etc., Ouais. qu'on te dit à croire, et que du coup, tu te dis, bah non, je peux pas lui dire que, je sais pas, le Père Noël n'existe pas, parce que, bah, tu sais, elle croit beaucoup au Père Noël, et puis... Et la Voilà, petite quoi. souris. Non, mais voilà, c'est un peu le genre de truc, sachant que juste avant, si tu fais croire tous ces potes, ne croient pas au Père Noël. Bon, bref. Il y a un peu cet aspect-là là-dedans, et en fait, vraiment, les thématiques sont vraiment super, quoi. Et c'est vraiment triste parce que ça les met vraiment très mal en valeur, quoi. Ce qui est terrible, c'est que ça nous arrive de chroniquer des comics qui sont creux à en crever. Vraiment, où en fait tu dis, moi, visuellement c'est sympa, mais c'est du Marvel, c'est du DC et c'est du DC. Putain, j'arrive pas aujourd'hui. Et c'est dommage d'avoir cette visibilité-là et de ne rien raconter avec des personnages. Là, il y a des choses à raconter, ça raconte des choses, mais ça le raconte si mal que c'est dur de passer les pages. Bon. Eh ben dis donc, et Matatonaka alors Alors, pareil, je vais pas terminer pareil sur une note positive, c'est faux. Moi, ça avait bien commencé. La première couve, la colo, le dessin, ça me faisait penser un peu à du Tula Lotte. Et vous savez que j'aime beaucoup Tula Lotte. Et je me suis dit, ah bah ça peut peut-être être sympa. Bon, Flo, on comprend vite de quoi il s'agit. Et en fait, on se retrouve devant une histoire de Stephen King, alors on va dire Carrie, pour trouver quelque chose. Oui, oui, Ouais, c'est inspiré de Carré. Mais de chez Temu ou chez Wish, et on sait qu'il ne faut pas commander chez Temu ou chez Wish, parce que c'est mauvais pour l'environnement, et ben c'est un peu ça. Là, moi j'ai absolument pas, mais rien du tout. Alors, par pure curiosité, mais vraiment une curiosité un peu désœuvrée, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait après, mais c'est tellement convenu. C'est-à-dire que, alors, il y a des allers-retours entre le passé et le présent. Généralement, les auteurs, les autrices se donnent quand même un minimum de mal pour faire au moins un changement de couleur ou pour faire un style, pour bien t'expliquer quand tu es dans le présent ou quand tu es dans le passé, ce qui n'est absolument pas le cas. La seule chose qui te permet de déterminer que tu es dans le passé, c'est que les personnages sont plus petits en taille. Tu vois que ce sont des enfants, que ce sont des ados. Mais c'est vraiment tout. Et puis ensuite, tu comprends très très vite que donc à l'âge adulte, ces femmes à qui il arrive des malheurs, et ben c'est parce qu'elles-mêmes ont fait subir ce sévice ou ce traitement à la pauvre petite fille. Et donc au bout d'un moment que ça arrive une fois, ça arrive deux fois, ça arrive trois fois, bah, sans déconner, ça va arriver une quatrième fois. Bon, bah, ok, on va arrêter les frais là, quoi. Mais c'est extrêmement convenu. Comme tu le disais tout à l'heure, Matt, il y a quand même du surnaturel. Parce qu'il y en a une qui se retrouve à moitié à poil, la CEO, là, Ouais, elle se ça. retrouve à moitié à poil devant toute l'assistance. Tu te dis, oh, bah, où est passé son chemisier? L'autre qui a la main ensanglantée et tout, tu te dis, oui, effectivement, il y a peut-être un truc de magie, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais ça fait même pas peur. Enfin, si tu veux faire du Stephen King, l'autre jour, il est repassé à la téloche, là, zut. Un indice Un auteur de livres qui se fait enfermer dans une maison. Misery. Misery, merci. Ça fait peur. Enfin, Misery, ça fait peur, quoi. Mhm. Là, Misery, ça fait peur. Ouais. il n'y a rien qui fait peur. Il n'y a rien qui fait peur. C'est vraiment jamais tu trembles. Et puis de toute façon, les personnages qu'on te présente, et c'est tellement convenu, c'est tellement cliché, c'est tellement... ces personnages n'attirent pas l'empathie. T'as même pas envie de les plaindre. T'as même pas envie d'avoir peur pour elles, quoi. Donc je comprends même pas. Et j'entends ce que vous dites et je crois que j'ai compris quelque chose. Alors peut-être que je me trompe, mais La révélation. je suis allé lire une interview de l'autrice qui inscrit son œuvre dans le contexte actuel aux États-Unis où il y a certaines écoles où on ne parle plus des menstruations aux jeunes filles. D'accord. Voilà. Et donc elle a dit, si tu veux, bah, c'est quand même important d'en parler. Patati. Donc d'accord, ok. Mais du coup, j'ai l'impression que, et c'est peut-être la clé de l'histoire, tout est construit autour de cette idée, de ce concept, ce high concept, ce concept au niveau. Tout est construit autour pour justifier son propos. Mais ce qui est une bonne chose fondamentalement, enfin je suis d'accord avec toi, hein, mais pour moi c'est une bonne chose, mais c'est juste que la construction derrière est pas viable, quoi. Mais c'est ça le truc. C'est en général quand tu construis un truc, si tu veux parler de quelque chose et tu construis autour. Mais là, c'est le propre de l'art, c'est le propre de la narration, des livres, des comics, des films, des comédies musicales, tout ce que tu veux. Tu
tu construis quelque chose, tu portes ton propos, mais là on a l'impression que c'est vraiment le seul truc qui reste au milieu de la cour, c'est effectivement ce sujet qui est extrêmement important, mais qui est pas mis en valeur et qui dessert presque même. Et puis, il est pas maltraité le sujet en plus. Il est pas. Non, mais je veux dire, il est pas. Il est pas bien traité. Il est traité avec sérieux, mais c'est tout l'enrobage autour qui fait qu'en fait, c'est un peu une liste de faits, quoi. Le fond est, alors je dirais pas réussi parce qu'encore une fois, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Mais par contre, il n'est pas aidé par la forme. Et malheureusement, c'est pour ça que j'ai pas forcément. J'étais un peu mal à l'aise d'en parler parce que j'ai pas envie de démonter une œuvre qui est un éditeur indé avec une équipe créative uniquement féminine sur un sujet hyper important qui plus est d'actualité avec les États-Unis et je suis désolé mais ça fonctionne pas parce que la forme elle est trop, c'est même pas amateur, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Comme je dis sur Killer Queens, Claudia Balboni sur Killer Queens, son dessin fonctionne parce que ça fonctionne avec un coloriste qui s'associe bien. Là, l'ensemble fait que ça ne s'associe pas très bien et peut-être que Paula Sevenbergen ne sait pas écrire un comics. C'est encore différent d'écrire pour Mad Magazine, pour Washington Post. Voilà, donc c'est encore différent. Après, voilà. Voilà, donc je fais ma petite sortie réac alors, parce qu'on rigolait tout à l'heure, on disait que l'équipe était exclusivement féminine. Donc les filles réussissent à faire maintenant des trucs aussi nuls que les mecs. Là, on atteint quand même un certain niveau d'équité. Donc c'est bien. Et surtout, c'est publié. Donc c'est encore mieux. Ouais, mais Mad Cave, il publie beaucoup de choses. Heureusement, c'est bien d'avoir autant de diversité. Est-ce qu'ils ont publié Red Sonja ? Je ne crois pas. Non, ça c'est Dark Horse. Non, le truc... Ah non, IDW ? Non, c'était pire, là. Le Savage Red Sonja, c'était dans le truc... Je crois que j'étais pas à cette émission, thank God. C'était le truc lubrique, là. Je sais plus quel... avec des 26 covers avec Red Sonja à moitié à poil à chaque fois. C'était quoi C'était quel... je sais pas. Ça c'est où Dark Horse ou Ouais, ça doit être Red Sonja. Pour moi, c'est soit IDW, soit Dark Horse. Non, je vais vous le retrouver. C'est du coup, j'en profite le temps que tu t'en trouves. Faut que tu ailles vite. Pour parler des covers, Matsunoka en parlait tout à l'heure. Les covers sont vraiment chouettes. En tout cas, elles sont vraiment très bien. Elles sont faites par une artiste, encore une femme, espagnole. Et vraiment, elles incarnent ce qu'aurait dû être Flo dans la forme. C'est joli ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'elles sont chouettes. Elles donnent grave envie, d'accord. Mais je les ai sous les yeux, ils sont en train de me les montrer là. C'est vrai que les covers elles sont super. Ça fait un peu tulaloté ça. Mais le reste, ensuite, la colo, Bon. Écoutez, je vous propose qu'on arrête de tirer sur l'ambulance. Je sais pas, ça marche ou pas. Faudrait voir si ça marche parce que si ça marche bien, c'est pas grave. Donc Flo, un sujet intéressant, un fond qui en tout cas a intéressé nos chroniqueurs, mais manifestement au niveau de la forme ça n'a pas convaincu notre ami Mata Perdumatic veut quand même connaître la suite. Tu nous diras, tiens, j'ai essayé, tu nous feras je continuerai d'essayer jusqu'au bout. Tu nous feras un petit retour pour nous dire si ça c'est... C'est quasiment sûr qu'on verra pas ça en VF. Donc, sûr que non, ouais. Mad Cave, je sais pas s'il y a beaucoup de comics Mad Cave qui... C'est une bonne question. En VF, j'en ai pas en tête comme ça. J'ai retrouvé, C'était Dynamite Entertainment. Ah, Dynamite, c'est vrai. Aïe. Bon. Il nous reste une troisième review. Ouh là là là. Alors XT, de quoi tu vas nous parler? Du pire comics de la soirée. Non, je déconne. Là, j'ai fait... C'est juste pour voir le regard de mes camarades. Ça troll. Qu'est-ce que c'est donc? Je vais vous parler de pierres de multicolores, celles qu'on collectionne quand t'es enfant, celles que t'aimes bien avoir des couleurs partout chez toi. Je vais vous parler de Superman, The Kryptonite Spectrum. Ok. De retour du côté de Superman. Oui, tout à fait. Ça colle bien avec le Summer of Superman. Et puis, 3 mois plus tard, forcément, il y a 3 issues. Voilà. Donc, c'est écrit par l'équipe créative de Ice Cream Man, qui était une série en 45 numéros, qui est sortie en partie chez nous. Je sais pas si elle a été terminée, j'ai un doute, mais elle est sortie en VF au moins au début. Donc écrit par W. Maxwell Prince, Martin Morazzo au dessin et à la couleur, c'est important de préciser, Chris O'Halloran. Et donc voilà. Et en fait, je vais résumer ça en un mot et ensuite je vais parler de ce que c'est. Vous connaissez Michael Allred? Ben voilà. C'est du Michael Allred, mais un peu version Wish à mon goût. Mais c'est Michael Allred. Ah mince. Oh là là. Enfin, c'est version Wish. Version Wish, pas très c'est négatif. sympa. Oui, c'est négatif, mais bon, enfin, je préfère largement ce qu'il a fait. Enfin, moi, j'aime pas Madman en l'occurrence, mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec. Silver Surfer. Non, mais même avant, avec pas l'X-Men là, mais.
Bref, il y a un petit alien en personnage. On l'avait fait un focus dessus. Alf. Bon, bref. Du coup, c'est une série en 5 numéros, a priori, même si le dernier numéro se finit par une petite étoile. The End, point d'interrogation. Enfin, étoile. Donc voilà. Superman découvre 4 nouvelles kryptonites de nouvelles couleurs. Incroyable, quoi. On rajoute des couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Ah ouais. C'est Ecstatic, pardon, le titre. Ah oui. Ouais, c'est Ecstatic. Lisez Ecstatic, c'est incroyable. Évidemment, vous êtes un super-héros, vous êtes invulnérable, mais vous avez quand même quelques petits défauts. C'est des petites pierres de couleurs qui vous emmerdent un petit peu. Et là, il y en a 4 nouvelles couleurs. Incroyable, dont une, c'est la couleur de l'arc-en-ciel. Et ça, c'est super cool. Du coup, évidemment, ça permet de rajouter pas mal de couleurs chouettes dans le comics. Du coup, vous êtes intelligent, vous êtes un bon good boy, vous avez des bons copains. Oui, c'est Batman dont je parle. Votre réaction, c'est réponse A, éloigner ces pierres de vous le plus loin possible parce que vous savez qu'à chaque fois que vous en touchez une, c'est la merde. Réponse B, les détruire. Réponse C, bon, on va l'essayer. Bon, on l'essaye évidemment. Ah oui, on va essayer. Et donc, je vais pas être réponse D, hein, évidemment. Parce que... On est des grands garçons, on va La essayer. réponse D. Parce qu'il est J'accélère. téméraire, notre Superman, il Et je est téméraire. klaxonne. Puis bon, vous savez quoi ? Pourquoi pas les mélanger et puis obtenir éventuellement mélanger des effets, peut-être, on sait pas. Alors bon, Superman c'est quand même un mec un peu intelligent quand même, il est un petit peu intelligent. Il s'est dit écoute, je vais appeler mon meilleur pote. Batman arrive, il fait écoute mon gars, je suis là, t'inquiète pas, t'es complètement con de vouloir faire ça et je suis obligé de te suivre dans ton délire parce que bah t'es un peu con mais je te suis quand même. Mais il sort sa petite kryptonite verte quand même dans la poche au cas où si jamais il y a des emmerdes. En parallèle, il y a Lex Luthor qui arrive à apprendre qu'il y a d'autres kryptonites aussi, donc on a un peu une intrigue parallèle avec Lex Luthor qui se passe en fond, que je trouve un peu en l'occurrence, pour le dire tout de suite, un peu de trop en fait dans ce bordel ambiant. Clairement, je sais pas pourquoi c'est là. Donc en 3 numéros, on a le temps déjà de goûter à 2 cailloux. 2 petits cailloux. Et le premier caillou, c'est Superman qui il perd le concept du temps. On lui montre un calendrier, les dates sont pas dans l'ordre, et puis en fait, même la narration commence à se perdre, et en fait, ça joue un peu avec le 4e mur. On va voir des pages de bagarre qui, en fait, on va voir Superman qui va regarder ses propres cases de la bagarre qui est en cours contre Solomon Grundy, et il faut qu'il les remette dans l'ordre parce que, voilà, pour essayer de savoir quand est-ce que le combat est fini ou comment il démarre. Bref, il y a un vrai jeu de narration à ce moment-là qui est très rigolo, très chouette. Et on est uniquement dans ce jeu-là. En fait, c'est uniquement du jeu de narration dans ce premier numéro. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop particulièrement de sentimentalisme, quelque chose de grand message ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un côté très ludique dans cette lecture, en tout cas dans le premier numéro. Et puis voilà, ça c'est comme ça que ça se passe. Je le résumerai très court comme ça parce que franchement, c'est un truc qu'il faut lire. C'est quelque chose qu'il faut pas. Ça se raconte pas vraiment. C'est compliqué à raconter en vrai. Et le dessin aussi, pendant que j'y pense, fait penser un peu à du Frank Quitely. Bon, moi je trouve que ça me fait penser un peu à ça, dans un style un peu moins détaillé, mais voilà. Pour ceux qui aiment ou qui aiment pas, parce que je sais que certains n'aiment pas du tout. Et puis on va passer ensuite au deuxième numéro, nouveau caillou, nouvelle pierre, nouvel effet. Et là c'est, alors avant c'était Purple Key, là je crois que c'est la Cobalt, je sais plus quoi, ça. Cobalt noir ou quelque chose comme ça, qui ensuite va faire rendre Superman immense. Un immense Superman qui devient géant et qui va du coup commencer à devenir un espèce de Godzilla défonceur de ville, tandis qu'un autre vilain apparaît, et puis ensuite il va y avoir Lex Luthor qui va envoyer des missiles, et puis après un côté poétique qui dit ouais mais Lex Luthor, enfin ils vont dire essayer d'attaquer Lex Luthor en disant mais vous avez un missile sur Superman, c'est pas quand même pas très gentil. Oui mais Superman il était grand, j'ai le droit et tout. Enfin bref, c'est tout un peu un récit de jeu de dupes pour montrer à quel point Lex Luthor est un connard. Très Godzilla aussi. Hein. Oui, très Godzilla, on est d'accord. C'est mon cœur qui bat. Godzilla. Mais alors j'en profite s'il y a du Godzilla, s'il y a du machin. Où est Tcherno ? Oui, bah oui. Mais du coup, c'est à peu près ce qui se passe. Et le troisième pierre finit par parler d'une 5e dimension et repart dans un délire méta qui annonce complètement un délire complètement méta, la fameuse 5e dimension qui n'existe pas. C'est un bordel monstre, un bordel qui se suit quand même, malgré tout ça. Il y a beaucoup, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un peu du Michael Red Wish, dans le sens où j'arrive plus à suivre du Michael Red que ce que j'ai suivi là. J'ai un peu plus de lien entre tout ça. Là, il est un peu moins là, et en fait, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un délire d'auteur, de dessinateur de BD qui s'éclate, et je m'éclate tout autant à le lire, hein, via leur médium. Mais il manque un petit peu de fond, tu vois, un petit truc qui me toucherait en fait dans cette lecture. C'est vraiment du pur jeu qui est super chouette, mais il manque un tout petit
un petit truc en plus qui fait que je me dis putain, j'aime bien ces personnages, j'ai envie de rigoler avec eux et tout. Et je les aime bien, ce petit Batman qui est un peu désarçonné, qui fait semblant de pas savoir trop quoi faire, et Superman qui dit bah moi je suis un boy scout et puis je vais essayer les pires parce que je suis un peu con, tu vois. Mais bref, marrant, amusant, divertissant. Mais et très beau, très très beau. Le jeu, les couleurs, c'est pareil, c'est flashy comme du All Red. Hein. Enfin, vraiment, c'est incroyable à quel point il y a énormément de parallèles à faire. Mais est-ce que j'en garderai un souvenir impérissable ? Pas forcément. Est-ce que je lirai au bout avec plaisir ? Mais voilà. T'es allé plus loin que la 3e issue ? Non, pas encore. Ok. Tu as lu la fin, ça ? Ok. Ah ouais, non, bah. je sais pas si j'ai pas lu la fin, mais j'ai lu au moins le 4e. Ah, ok. D'accord. Et c'est une. Moi, je m'arrête au. Si t'as trouvé que les premiers étaient foutraques, alors là, C'est pire. Ça. Ah, le oui, 4, oui, oui. le 4 dans la 5e dimension, c'est quelque chose. Hein. Ah, bah, je viens de croire. C'est exceptionnel. C'est déjà à la fin du numéro 3, ça te l'annonce. Tu dis oh là 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 là. Bah, du coup, Matt, Allez-y. les deux Matt, allez-y, vous avez lu la 4e alors. Ouais. Qui se jette à l'eau? Déjà, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est extrêmement riche. Il se passe énormément de choses. Il faut suivre. C'est pas forcément évident. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il faut aussi, effectivement, s'accrocher un peu au style de dessin. Et j'ai pensé à toi, Max, quand j'ai vu le style de dessin. Ça me faisait penser à ces comics anglais des années un petit peu 90. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Avec ces personnages, avec des visages qui sont extrêmement marqués. Et c'est styles différents, il y a beaucoup de styles, ils s'amusent beaucoup, ouais, c'est vrai que ça j'ai oublié de le préciser. Ouais, oui, effectivement. Alors là, pour la peine, le dessin, la colorimétrie, la colorisation, pardon, tout y est. C'est vraiment, vraiment super chouette. Il y a là aussi des personnages qui sont extrêmement, je trouve, attachants. Je trouve que l'amitié qui existe entre Superman et Batman, et puis ensuite entre Superman et Shazam, est très touchante. Il y a des petites choses aussi qu'on aime bien chez Superman. À un moment donné, il passe au-dessus d'un parc d'attractions, et puis Shazam dit c'est fermé, et Superman dit oui, c'est fermé, on est dimanche, comme la Poste. Et l'autre lui dit ah bah oui, c'est sûr, toi tu t'y connais, un truc comme ça. Oui, la Poste, c'est une des institutions les plus importantes des États-Unis. Tu sais que ça a même été une banque. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs. Tu sais que d'ailleurs Batman l'appelle Farm Boy. Enfin, tu vois, c'est vraiment le Superman qu'on aime bien. Et le côté couleur ou test où il lui arrive plein de misère, bien évidemment, ça rappelle la première expérience avec la kryptonite jaune, la kryptonite de toutes les couleurs, rouge, etc. tout ça. Voilà, mais de façon un petit peu plus moderne. Et voilà, c'est une expérimentation. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Ça part dans tous les sens. Tu disais tout à l'heure, XT, est-ce que ça va être mémorable ? T'étais pas sûr ? Moi, je pense que si. Alors, pas forcément. C'est pas quelque chose que je mettrais à côté même si c'est du Black Label, que je mettrais à côté de Supergirl ou Woman of Tomorrow. Mais je m'en souviendrai quand même, et peut-être que je me laisserai tenter si ça sort chez nous. J'espère que ça sortira chez nous parce que c'est un comics intéressant Alors, comme certains. J'espère, parce que moi, Black Canary et Best of the Best, j'attends toujours. Hein. Oui, mais c'est un petit côté ce qu'il avait fait avec Doctor Strange, qu'il avait fait, j'oublie son nom. Fall Sunrise, c'était ça. Oui, c'est ça. C'est Todd, Ted quelque chose, j'oublie le nom. Bref. Oui, Tradmoor, merci. Oui, Tradmoor, merci. Et effectivement, il y a ce côté-là, et c'est ce côté où ça part dans tous les sens, où on garde quand même les personnages qu'on connaît bien via des petites accroches comme celle-là, mais avec une expérimentation complètement folle. Il faut suivre, bien évidemment. Mais si vous aimez avoir des choses qui sortent des sentiers battus, tout en gardant un côté un petit peu familier, là, pour le coup, c'est continuité zéro avec le reste de l'univers, bien évidemment. Mais c'est un pas de côté qui est pas totalement dépaysant et qui reste. Pour moi, ça a été vraiment très agréable à lire. En tout cas, moi, ça me donne envie. Matt, t'as perdu Matic Matt Satanaka, il a dit beaucoup de belles choses. Je suis complètement d'accord avec lui. Complètement d'accord avec lui. Ouais, vraiment, ça m'a complètement séduit. Je trouve ça... Le mot qui me revient à l'esprit quand je l'ai lu, c'est weird. Oui. C'est que c'est weird, mais que dans le bon sens. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est assez rare de lire un comics Superman avec cette atmosphère, avec ce dessin, avec ces dialogues. C'est tellement pas du Superman
que d'avoir du Superman dans ce ton-là, c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement agréable. Et c'est fou, c'est fou, c'est foutraque, c'est drôle, c'est très 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 réussi. Pour moi, il y a le cœur du comics des fins 90-2000 pour moi. C'est vraiment du Grant Morrison dedans, c'est du Michael Wright, c'est toute cette époque d'auteurs qui sont très dans le quatrième mur, qui étaient très un peu méta. Vous me donnez vraiment Qui sont là. Mais après, voilà, que je trouve un peu redite. En fait, c'est un peu mon souci, moi, avec ce truc-là. Mais après. Je peux comprendre. Après, je pense que c'est la première fois qu'on voit Superman comme ça. Ouais. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu sous un trait aussi particulier. C'est vraiment un trait où toutes les dents sont dessinées. Non, mais c'est très particulier. Dans le dessin, vraiment pur et dur. Ah, ça ressemble à du Quietly, donc ça ressemble beaucoup à pas du All Season. C'est All Season qu'il a fait, je me souviens plus. All Star. All Star, merci. Mais même dans le récit de comment c'est raconté, il y a. Oui, ça, alors, je suis d'accord que la petite partie, la double intrigue avec Luthor, ouais. avec Luthor, c'est pas la plus intéressante, mais il y a des vannes hyper bien senties. Oui, où en ça, fait, ouais. un Luthor qui est drôle, mais parce qu'il est insupportable. Ouais. C'est en fait Comme dans le film. c'est une excellente comédie, quoi. C'est une comédie bizarre. C'est bizarre et c'est dans le bon sens. C'est pas bizarro, c'est juste bizarre. Et moi, j'ai adoré. Et la quatrième issue, elle m'a. Je viens de voir quel elfe. Pouah, mais c'est exceptionnel. La quatrième issue va vous surprendre. Ah non, mais là, c'est vraiment un condensé de ce que a préparé les 3 premières issues. Ok. On te dit, ça va être bizarre, c'est un peu foutraque et c'est drôle et on va aller à droite à gauche. Et là, c'est 5e dimension. Allez, on lâche les Allez. chevaux et ça va dans tous les sens. Et c'est exceptionnel à suivre. Je pense que c'est encore plus... alors, on verra la traduction si c'est traduit en français, mais la traduction doit être aussi vraiment à la hauteur. Mais ça, c'est pas... En France, on a que des bons traducteurs. Oui, ça va. Et je pense qu'on gardera parce que c'est pas non plus hyper simple à lire en anglais, parce que y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup de choses là. J'étais pas très fan de la 3e issue avec Shazam. Déjà parce que Shazam, c'est pas forcément un personnage où je suis vraiment très attaché. À ce moment-là, Superman, on l'a pas dit, mais il est très enfantin. Il est redescendu, il était très grand, il est devenu tout petit, il a rajeuni. Donc c'est cool d'avoir quand même un Superman un peu plus jeune, malgré avoir quand même une sorte de mentalité de gens un peu plus vieux. Mais par contre, c'est à ce moment-là où on va avoir un dessin qui va aussi se casser, c'est-à-dire qu'il y a des pages entières, c'est de la narration, c'est du crayon de couleur. C'est du dessin d'enfant. C'est ouais. du dessin d'enfant. Et c'est là où on te dit vraiment, où, pour moi, il avance petit à petit. En tout cas, l'équipe créative, donc, qui est la même, hein, d'ailleurs, c'est la même que Ice Cream Man. Ah oui, c'est les 3 mêmes. Vraiment, ils te disent, ok, première issue, on te pose ça là. 2e, on se pose ça là. 3e, c'est ça. Et là, tu commences à comprendre, ah oui, ils vont vraiment à fond. Ils cassent le 4e mur, ils cassent la manière de dessiner, ils cassent énormément de choses. Et la 4e, c'est... Clairement, les pierres sont un prétexte pour qu'ils s'éclatent. On sent vraiment que c'est des auteurs qui s'amusent. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. L'objectif, c'est pas forcément que ça reste dans les annales. Ah non, clairement pas. Mais Là, par contre, franchement, c'est hyper rafraîchissant et j'aimerais bien avoir ça dans ma librairie parce que c'est vraiment quelque chose où je pourrais dire, ah, c'est peut-être trop sérieux pour toi. Regarde. J'ai ça, si tu vas t'écouter. Je conseillerais pas ça à n'importe qui quand même. Pour moi, c'est un peu un délire d'initié pour moi. Mais... Ah ok, ouais. tu trouves? Ah ouais, pour moi c'est vraiment un délire d'initié de gens qui ont beaucoup lu et qui ont besoin un peu de vent fraîcheur, de 4e mur, etc. Je pense pas que tu peux mettre ça entre toutes les mains. Il faut au moins avoir lu les origines avec les couleurs classiques, quoi. Ouais. Parce que là, c'est vrai que quand on sort la pierre tachetée, tu te dis. Ouais, c'est un peu... Oui, mais après, j'aurais d'autres trucs à mettre avant. Bien sûr. Ah non, mais je dis pas que. Oui, mais non, pour quelqu'un qui a pas forcément envie de lire du super-héros classique, etc. ça, je pense que ça. c'est trop bien d'avoir une alternative comme ça. Ouais. Mais moi, ça me donne par contre envie de lire Ice Cream Man, que je ne connais pas Oui, du par tout. contre, moi, ça m'a donné envie gravement de lire Ice Cream Man pour le coup. Ouais. Un peu plus aussi là-dessus, clairement. Bien, eh ben, c'est sur cette note positive que se terminent les reviews de ce soir. C'est la team Superman qui l'emporte clairement ce soir. Sans Superman aucun doute. et Crypto. En ce qui me concerne, moi c'est vraiment la 3e chronique, le Superman qui m'a vraiment hypé. Crypto a beaucoup plu aussi, pour que vous soyez team chien ou pas. De toute façon, vous êtes team animaux trop mignons, beaux dessins et belles histoires. Flo, malheureusement, n'aura pas dans l'ensemble convaincu. Les chats ne convaincront pas ce soir. Mais moi, j'ai les deux, ils s'entendent très bien. Hein. Bref, il est temps de passer à la seconde partie de cette émission. Oui. Mais avant,
parce qu'ici on aime bien envoyer des chroniques, annoncer des trucs et ensuite faire un truc juste avant. Laissez-moi vous parler de notre Patreon et de nos patronautes. Et oui. Le Patreon, qu'est-ce que c'est ? Le Patreon, c'est un site qui vous permet de faire des micro-dons. Et si vous le faites, vous devenez des patronautes. Bon, bravo. Ben oui, pourquoi patronautes ? Parce que l'association qui s'occupe, qui produit Comics Outcast s'appelle le Vaisseau Hypersensas. Donc rejoignez-nous, aidez-nous. Ces micro-dons qui sont faits chaque mois nous permettent tout simplement de tenir notre matériel à jour, d'avoir des bons micros, des bonnettes, voilà, d'organiser parfois des événements. Pas aussi souvent qu'on le voudrait, hein, mais ça arrive. Et donc on a besoin pour ça de vous, pour continuer à exister. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce qu'on fait, à vous rendre sur patreon.com/vaisseau hypersensas. Sachez que si vous soutenez le vaisseau hypersensas, vous ne soutenez pas que Comics Outcast. Il y a plusieurs émissions, plusieurs podcasts différents dans ce label. Le Défaussé, l'émission qui nous parle de jeux. Le Contrecast, qui parle de pop culture, le Drôle de jeu, qui nous parle des jeux de rôle grandeur nature, et la Cartographie des chimères. Qu'est-ce que c'est ? Un podcast de fiction. Il y a une nouvelle, j'ai entendu dire qu'il y avait un épisode qui était enregistré. Et oui, et normalement, quand cet épisode sera diffusé, il sera peut-être même sorti. Oh là là. Ou sur le point de sortir. Incroyable. Voilà, il est dans la boîte, il est enregistré. Et ça, c'est un vrai cadeau de Noël, ça. Et Adrien Larosé est en train de le finaliser. Adrien qui réalise les épisodes et qui en fait la musique. Quel talent. Voilà. Oui, quel talent, cet Adrien. Donc on va passer tout de suite au focus. Vous allez nous parler d'une œuvre. Alors on parlait dont on a déjà parlé, mais pas sous cette forme. On revient aux origines. Alors, en introduction d'émission, je parlais du fait qu'on était un peu dans la nuit en décembre, en arrivant au solstice d'hiver. On va, malgré vos lumières, retourner un peu dans l'ombre, parce que là on est parti pour du gothique, du sombre, du tragique, puisque vous allez nous parler de The Crow. The Crow. Ouais. On vous écoute, messieurs. Non, pardon, c'est pas ce mauvais. Ami Emo, bonjour. Qui nous présente ? Je vais me lancer à la barre. Et oui, il y a un jeu de mots dans mon je me lance à la barre. C'est parce que l'auteur s'appelle James O'Barr. Bien joué. Waouh. Obligé d'expliquer ma propre vanne, c'est très très moche. Je te remercie après cette intro sur l'obscurité, le gothisme, etc. de faire une blague lumineuse. Mais voilà. Donc, The Crow, qu'on avait chroniqué le film il y a quelques temps déjà, il y a chef-d'œuvre, 1 ou 2 ans, et avec Jean. Et c'était un plaisir de chroniquer ce film qu'on adore tous les deux. Moi, j'ai pas vu le même film. Hein. Oui, c'est sorti cette année, c'était intéressant. Non, il y en a qu'un seul. Une expérience sociale avec soi-même. Non, mais il y a qu'un seul. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Bon, à la limite, il y a celui avec Vincent Perez si on veut se marier aussi. Oui. Bon. Vincent Perez, putain, le retour des morts vivants. Donc, bref, replonge-nous dans les origines de The Crow. Parlons d'un comics en noir et blanc qui a une histoire toute particulière. Parce que James O'Barr, alors peut-être qu'on l'a déjà dit pour le film, mais c'est l'occasion de le rappeler, est une personne qui a eu quelques malheurs dans sa vie. Le premier, un peu l'origine de tout, c'est qu'il conduisait en bagnole et puis il avait un problème de police d'assurance et du coup il était un peu emmerdé. Du coup il a appelé sa copine de l'époque pour aller le chercher pour des questions d'assurance de bagnole. Sauf que pas de bol, en fait, sa copine est décédée suite à un accident de voiture d'un conducteur ivre. Ce qui lui a offert une belle dépression longue et douloureuse, comme n'importe qui l'aurait subi dans les mêmes circonstances. Et qui en fait aussi s'est animé une forme de besoin de vengeance après tout ce temps pour ça. Et donc le comics est en noir et blanc, désolé, je vais m'arrêter parce qu'on me montrait un message technique. Un comics donc en noir et blanc qui va donc permettre à James O'Barr d'exprimer en fait toute sa douleur. Et il se trouve qu'en fait après, quand il a voulu retrouver le tueur, enfin celui qui avait tué sa femme pour lui-même, éventuellement peut-être le tuer, il s'est retrouvé mort d'un cancer. Pas de bol ou du bol, je sais pas, ça lui aurait évité d'être un meurtrier. Donc du coup, autant cracher tout sur papier. Sur papier, donc, qu'est-ce que donc ça parle, The Crow ? En fait, ça parle de lui-même, de son histoire, de lui, personnage qui, en fait,
est mort, dont lui-même est mort avec elle, avec sa copine d'une certaine manière. Tout ce qu'il était pour lui était mort, il était qu'un zombie et qui n'était qu'un revenant. C'est comme ça qu'est présenté le personnage de The Crow, en fait, qui est en fait un personnage pareil dont sa femme est tuée par des gangsters au bord de la route suite à des pistolets. Lui aussi est abattu, laissé pour mort, et en fait devient ressuscité grâce à un espèce de corbeau qui va lui faire: écoute mon gars, la vengeance, et toi et moi, Ah bah, on est potes. il parle, lui, pas comme Crypto. Il parle, en effet, il parle. Donc on fait sa connaissance quand même à The Crow dès le départ, comme une forme de super-héros qui va arrêter des petites frappes de voleurs de lecteurs de DVD, comme dans Fast and Furious, sauf qu'à l'époque c'était plutôt des lecteurs cassettes. Mais voilà, c'était pour la petite référence à Fast and Furious, film que je n'ai pas vu. Oh Aucun Le 1 et le 2. Mais c'est Ah, quelle chance. Et donc voilà. Et donc ce personnage est évidemment maquillé de tout en blanc, avec un côté très gothique, le mascara sur le côté, le visage presque comme le Joker. Comme les chanteurs de Kiss. Comme le chanteur de Kiss, voilà. Bien vu, avec les cheveux noirs, exactement comme ça, avec le trench coat en cuir. Qui est né le premier, Kiss ou The Crow? Oh, c'est Kiss. Ouais, 80, je crois, The Crow. Donc qui c'était avant, je pense que c'était 78, un truc comme ça. Ouais, je pense. Ah, On ça va joue pas regarder. grand-chose, hein. On va regarder. Et donc il va partir en quête de vengeance envers chacun des membres des gangs qui ont été responsables de la mort de sa femme, et il va les avoir un par un. 73, Kiss. Chacun à 73. Et il va les avoir donc un par un dans sa quête. Et en fait, le comics concrètement ne parle que de ça, en fait. C'est littéralement une quête interminable jusqu'à ce qu'il les ait tous tués. Lui, en tant qu'être mort-vivant, il est invincible fondamentalement. En fait, il ne vit que pour cette quête de vengeance. Va aider une petite fille. Un moment on a la même chose, en fait. Il y a vraiment des mêmes rapports par rapport au film, c'est cette petite fille qui est abusée par un gangster. Il va se retrouver aussi le gangster qui essaie de se repentir d'une certaine manière et qui n'attend que la mort par rapport à ce qui s'est passé. Il va trouver le gangster qui n'a aucun remords, vraiment le bad guy, le mec le commandant en chef de cette bande là. Et en fait, le comics est parsemé, en fait il y a un très très comics des années 80-90 très brut quand il est The Crow, et en fait il y a des peintures, c'est peint au lavis sur la partie où en fait il va évoquer les moments doux avec sa femme dans ce moment-là, où en fait il y a un côté très solaire, très lumineux, mais aussi très éthéré, comme vraiment des souvenirs qu'on chérirait très fort et qu'on ne voudrait jamais abandonner, et ceux qui nous rongent l'âme éternellement parce qu'on s'en rappelle et on sait qu'on ne pourra plus jamais les obtenir, et qui n'existent que dans notre mémoire et qui n'existeront plus jamais, et qui évidemment prennent encore plus de saveur quand ils sont des souvenirs que la réalité qu'ils pouvaient être. C'est exactement la situation dans laquelle ce personnage, il n'est que remords et que douleur pour ça. Et en fait, le comics en fait est assez simple dans sa structure narrative. On parle vraiment d'une quête de vengeance les uns après les autres, et on peut pas dire qu'il y a énormément de lumière là-dedans, en fait. C'est vraiment l'âme noire rongée de l'auteur qui est crachée sur les pages. Et en fait, à un moment, quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, ça pourrait être très bateau, très simple, et ce que j'aurais dit presque n'importe quelle histoire, mais il y a un côté tellement brut, tellement fort dans sa manière d'exprimer toute la douleur que lui a pu ressentir, qu'en fait ça le rend beaucoup plus riche que toutes les autres œuvres du même genre. C'est vraiment la douleur du mec, on le sent, quoi. C'est grave. Même si c'est exagéré, quoi. C'est tellement gothique à l'exagération. C'est vraiment, tout est un peu les potards à 11 sur tout, quoi. Sur la manière de torturer les mecs, de gérer la drogue, du monde sombre autour de tout ça. Tout est vraiment le potard à 11. Il n'y a pas une seule lumière là-dedans, quoi. Tout le comic se passe dans la nuit, sauf quand le passage de la vie, de souvenirs avec sa femme. La fin, la fin se retrouve vengé, mais il sait plus trop quoi faire forcément de sa vie, ce n'est aller sur la tombe et dire c'est bon, I've done my duty, fait un peu ça, et puis là que Lonesome Cowboy s'en va, tel Crypto s'en aller. Et voilà, après avoir fait son devoir. Exactement. Ouais. Et paradoxalement aussi, là, il se fait poursuivre il y a aussi des personnages où il se fait poursuivre par la police régulièrement, et les polices essaient de l'arrêter, mais l'arrêtent pas trop parce qu'il gère des gangsters, donc ça va, tu sais, ça, il est cool, mais bon, d'un côté, ça reste quand même un meurtrier.
Et le personnage pète la classe aussi, quoi. Enfin, je dirais quand même. Il pète la Il classe. pète la classe. Ah, là, il y a du cuir. Hein. Là, il y a du cuir, il y a des tétons, il y a tout. Il y a même des poses un peu lascives, façon un peu Iggy Pop, des covers d'albums un peu à la Iggy Pop ou la David Bowie, très lascive, torse nu. Moi, je pensais au Jojo Pose. Oui, mais avant tout ça, il y avait David Bowie et Iggy Pop. Oui, bien sûr. Et vu l'époque, ça, c'était plutôt ça. et ouais, il y a tout cet univers. Il joue de la guitare comme dans le film. Non. Pas d'instrument. Non, pas d'instrument comparé au film. C'est vrai. Et il pourrait, hein, c'est vrai que le film, pourquoi a ce petit ajout supplémentaire qui rajoute. Et en fait, c'est la même vibe que le film. En fait, sauf que là, il y a vraiment le côté un peu plus douleur personnelle est beaucoup plus mieux retranscrite ici. On sent que ça sort de la personne qui l'écrit, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas l'écrire, quoi. Il y a le côté christique est peut-être aussi un peu moins présent malgré ce que montre Matt à côté là. Ouais, non, c'est pas très christique, non. C'est pas très christique comparé aussi que pouvait y avoir un petit peu dans le film. Dans aussi, le film, il y avait quelque chose de cet ordre. Voilà. Et là, il y a pas forcément tout ça, non. Il y a pas forcément de trucs très très religieux comme dans cette imagerie dedans, quoi. Je pense que, alors, j'ai vu le The Crow de cette année, donc 2025, qui est terrible, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a lu. Par contre, je pense qu'il y a un point commun avec le film que je n'ai pas vu, mais que vous avez vu vous, qui est ce récit. Il est tellement pas amoral, mais presque c'est de la vengeance pure. Que en faire un film, ça pourrait presque inciter à dire vengez-vous, en fait. Ouais, c'est un peu. Oui, c'est vrai que. Et donc en fait, je pense que les films sont obligés de dire à un moment, non, mais en fait, il y a quelque chose en plus. Il faut rajouter une couche supplémentaire parce que. Là, c'est vraiment très noir. Là, c'est vraiment très noir. Je dirais pas. C'est cracher la douleur, quoi. Il y a vraiment. Oui, c'est un récit de vengeance, quoi. Ça s'inscrit dans. Enfin, il y a une longue tradition de récits de vengeance, que ce soit en fantastique ou pas, en cinéma, en bande dessinée, en roman. Ce que je trouve je suis à la fois d'accord avec toi et pas d'accord. C'est-à-dire que souvent dans un récit de vengeance, à la fin, il y a une sorte de finalité il y a le travail bien accompli, mais je me suis vengé et en tout cas, je me suis tué moi-même quand j'ai fait ça. Ou alors j'ai trouvé le repos, ou j'ai protégé des gens, etc. Là, c'est tellement égoïste comme manière de l'écrire, de le dessiner, où vraiment ça y va à 200%. À la fin, en fait, le personnage, on peut spoiler parce que à la fin, en fait, le deal avec le corbeau, c'est tu les tues, et après tu meurs. Donc en fait, il n'y a pas de et après, et c'est assez étonnant de voir vraiment ton objectif, c'est juste de te venger. Et il n'y a rien d'autre après. C'est la seule manière que tu pourras te délivrer, quoi. Voilà. Et encore même pas de délivrer parce que mourir entre guillemets en paix, parce que la vengeance sera accomplie, donc tu seras en paix. En sachant qu'entre la mort, donc sa mort véritable, et l'assassinat de sa femme, enfin de sa copine, là c'est sa femme, il revient 1 an après. C'est-à-dire que les mecs l'ont complètement oublié. Et ça, c'est chouette, mais il revient un an après. Et là, c'est vraiment en mode genre, tu te souviens pas de moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça crée des discussions avec les méchants et ils s'en rappellent ou ils s'en rappellent pas. Mais c'est. Tu vois à quel point en fait les mecs sont vraiment des raclures la plupart, en fait, ou ceux qui s'en souviennent, qui ont un peu d'humanité ou pas. Enfin. Mais qui, même s'ils montrent toute l'humanité qu'ils pourront montrer, méritent quand même de crever, quoi. Enfin, c'est très sombre et puis la dernière page en fait c'est un peu genre By Lonesome Cowboy, quoi. Enfin, il est tout seul dans l'éternel vide de la mort, quoi. Il y a plus rien, c'est tout. Il a fait ce qu'il avait à faire. Oui. Fin. Mais il en j'ai pas lu du coup, mais de ce que vous me racontez, il n'en est pas pour autant comment dire. Il a accompli sa vengeance, mais il n'est pas libéré, heureux, soulagé. Donc finalement, il y a quand même. Ouais, mais il n'est pas pour autant triste, en fait. C'est genre, enfin, il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas de récompense non plus. Donc c'est pas non plus forcément une ode à la vengeance, puisque à la fin, il a fait ce qu'il avait à faire et c'est tout, quoi. Je l'ai pas lu. Il peut mourir, quoi. Surtout, il n'y a pas d'histoire de vie après la mort ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Il y a quelques références religieuses quand même dans le truc, mais c'est pas là pour. Elles sont pas joyeuses, quoi. Terminé. Il n'y a plus rien. C'est vraiment très nihiliste là-dessus. Et alors du coup, moi j'ai adoré. J'aime beaucoup. Je comprends qu'on ne puisse ne pas aimer, à quel point certains pourraient dire putain, c'est un peu too much quand même. Enfin, c'est un peu genre un peu lourd, un peu
un peu lourd, peut-être un peu trop rentre dedans, presque trop en fait, trop quoi. Et pas l'âne. Mais Oh là là, elle a mis du temps à monter. Mais elle est là. C'est tout est too much. Et le dessin par contre est incroyablement beau. Enfin, je trouve que, il est incroyablement. Il le sert son propos superbement quoi. Enfin, il est vraiment on point. C'est assez détaillé, c'est assez doux. Enfin, franchement, c'est vraiment super pour ça. Bon, moi qui aime le film des années 90, Je pense comme que tu toi, adoreras, ouais. je vais adorer quoi. Oui, je pense. Bon. Et les maths. Alors, moi j'ai trouvé ça extrêmement étonnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais, mais alors absolument pas à ce genre de récit. Ça, comme tu dis, le dessin, ça fourmille de détails. C'est assez exceptionnel. Je me disais à quoi ça ressemblait. Ça ressemble pas à grand chose. C'est de connu. Enfin, dans le côté détail, etc. Je me suis dit, ouais, peut-être du Berserk, mais et encore. C'est un peu des gravures sur certains trucs. Enfin, pas des gravures. Ouais. Tu vois, C'est assez particulier. Le style, c'est un style gothique. Les personnages ont une grosse tête avec des gros yeux. Donc il y a aussi ce côté un peu, par moments, un peu manga. C'est trop bizarre parce que ça ne ressemble à rien. Et je trouve ça étonnant que cet artiste n'ait fait que ça. Il n'a fait que ça. Oui, il aurait pu faire bien plus. Hein, il n'a pas eu d'autres carrières après. Enfin, en tout cas, même ce récit-là, The Crow, c'est. Il n'a pas fait grand-chose après. J'ai dit The Crow, mais je sais pas si c'est The Crow ou The Crow. Ça a été écrit dans les années 80, ça a été publié dans les années 88. Enfin, je veux dire, ça a mis du temps à trouver son chemin, et quand ça sort, ça crée pas forcément un succès monstre, parce que c'est grâce au film que The Crow est aujourd'hui connu. J'allais pas dire, c'est pas mondialement connu, c'est pas non plus une pierre angulaire de plein de choses, mais c'est en tout cas de l'émo gothique, c'est comme une pierre angulaire du cinéma des années 90. Oui, ouais, bien sûr. Mais parce qu'en même temps, il y a aussi toute l'histoire. Je sais pas si on en a parlé du film aussi, ou on en avait déjà parlé la dernière fois, mais la mort du fils de Bruce Lee dans le film, qui rajoute encore plus de dramaturgie à l'histoire de cet auteur, qui s'est senti complètement coupable, encore une fois, de quelque chose. Moi, j'ai eu un peu de mal sur le côté, parce que tu l'as pas dit, mais ça, dans le récit en tout cas, sa femme se fait violer. Oui, c'est vrai. Et se fait violer vivante et morte. Oui. Et lui voit tout, parce il prend 2 balles dans la tête, mais il voit, il est encore présent, et il meurt à l'hôpital. Mais comment expliquer ça ? Moi, j'ai du mal, connaissant l'histoire originelle qui est juste une histoire, qui est une histoire d'un accident par un chauffard, etc., de rajouter ce côté et d'en faire en fait un récit de rape and revenge. J'aurais pas, pour le coup, je trouve pas que c'est un rape and revenge pour le coup. Et rape and revenge, t'as pas forcément le côté, c'est pas le cœur du truc quoi. Oui, il y en a un, mais c'est pas le cœur de la vengeance. Ouais, mais du coup, pourquoi le rajouter ? Oui, ça par contre, je suis d'accord avec toi. Par exemple, c'est pourquoi le rajouter ? Pourquoi rajouter cette atrocité alors que le fait qu'il soit juste deux glands perdus au milieu du fin fond de la campagne et qui se font buter par 5 connards. Pour aucune raison d'ailleurs. Pour aucune raison, juste pour s'amuser, gratuit, parce que c'est de la violence gratuite. C'était suffisant. Pour créer ça. Là, le fait d'ajouter encore l'atrocité, en fait, ça montre aussi que c'est un regard masculin sur ce qu'il a ressenti et qu'est-ce que je ressens. J'ai l'impression que on l'a aussi violé, etc. Et moi j'ai un peu plus de mal dans le côté appartenance, et ça se voit encore plus dans les flashbacks avec elle où ils sont forcément nus, ils font forcément l'amour. Non, c'est pas toujours nu. Pas toujours nu, mais il y a vraiment ce rapport très proche, etc. Elle n'existe que par l'amour pour lui ou par le désir, etc. Oui, c'est pour ça que je parlais de souvenir éthéré de lui qu'il a en fait. C'est pour ça que c'est un peu le côté la vie de ce truc là quoi. Mais c'est-à-dire c'est que voilà, moi c'est aussi une vision, je trouve, très masculine d'un rapport où si tu lui demandes c'était quoi qu'est-ce qu'elle était dans la vie. Oui, non, clairement, c'est pas du tout. Là vraiment, si The Crow c'est un peu son testament, c'est vraiment genre oh là là, qu'est-ce qu'on baisait bien. Et là je suis en mode genre oui, enfin ça ne définit pas une personne, ça définit peut-être l'activité préférée d'XT, mais je veux dire ça ne définit pas une personne. C'est le kayak. C'est le kayak, pardon, excusez-moi. Mais bref, mais par contre au-delà de ça, donc qui est quand même, je trouve que c'est important de le dire parce que c'est un récit purement des années 80 fait par un homme malheureux, terriblement triste et
pas forcément dire le mot misogyne, mais en tout cas avec ça se voit qu'il l'a écrit seul, il l'a écrit dans son coin. C'est déjà incroyable d'avoir une telle qualité pour un mec qui dessine et écrit un récit aussi direct et aussi on ressent vraiment la douleur. Par contre, j'ai trouvé ça étonnant. Il y a une certaine forme apparemment pas de moralité, mais de douceur, t'entends, la petite fille, le chat qui sauve. Non, je parle envers. En fait, la question, c'est comment faire ressentir quelque chose quand ton personnage est immortel et ne ressent pas la douleur. Ah oui. Il y a rien. Son but, c'est juste de tuer des gens. Et en fait, tu le fais avec les méchants. Et les méchants, il va avoir des discussions avec lui. Il y a une scène qui me marque et qui me marque toujours. À un moment, il coupe les pieds d'un mec. Le mec se retrouve à se vider de son sang et du coup, il se met à côté et il discute. Et il fait, est-ce que tu te souviens, il y a un an, d'une bague? Ah, il fait une bague. Ah oui, un homme et une femme, etc. Oui. Mais il y a mes pieds là par terre. Oui, mais t'inquiète, ça va passer. Et en fait, ils discutent et il y a une sorte de tendresse dans ce rapport où en fait, tu sens qu'il n'est pas énervé. Là, il est juste en rapport avec une personne qui est déjà mourante. Et il fait, mais je comprends pas. Mais t'es mort. Je fais, oui, mais tu t'es déjà vu, t'es déjà en train de te voir mourir. Il fait, oui, bah c'est la même chose. Et en fait, il y a une sorte de poésie qui se forme sur certains personnages, notamment un autre qui se fait, qui se drogue jusqu'à la mort. Ça, c'est vraiment poétique aussi. Enfin, c'est plutôt qu'il lui-même s'injecte la drogue. Exactement. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il n'y a aucune raison de le faire, mais il le fait quand même. Et ça, c'est en mode overdose de morphine. Et il y a des choses qui fonctionnent tellement bien. C'est la forme de rédemption. Enfin, c'est leur rédemption à ces personnages, ces fameux personnages qui se disent, tiens. Ouais, j'ai fait de la merde. Enfin, finis-moi quoi. Enfin, ouais. Il y a une forme de poésie morbide là-dedans. Et t'as l'impression que autant le grand méchant a choisi, on va dire, grand méchant encore, c'est pas vraiment grand méchant, c'est un peu le chef de bande, mais il y a vraiment d'autres enflures autour. A vraiment choisi et va au fond. Autant certains, t'as l'impression qu'ils sont là par hasard, quoi. Et je pense que ça raconte aussi un peu peut-être cette ambiance des années 80 de gang où en fait t'as des gens, ils sont là par hasard, ils vont faire des trucs ignobles et tu sais pas pourquoi ils vont les faire et eux-mêmes ne le savent pas et quand ils sont face à la mort et qu'ils sont littéralement en train de mourir, bah ils sont pris de remords en se disant je sais pas. Et moi ça m'a plutôt touché, ça m'a ajouté ça un peu un humour un peu grinçant parce que lui il s'éclate, bah, il peut pas mourir, etc. Et il y a des moments où tu le vois chialer comme ça là, en se tordant dans tous les sens en se disant mais quelle vie difficile, mais en même temps ta vie est dramatique et je te comprends. Et d'un autre côté il fait tuez-moi je suis le Christ. Oh, putain. Et même t'as l'histoire de la bombe avec le flic qui est marrante. Ouais, exactement. Et t'as des choses où c'est vraiment où ça fonctionne vraiment bien, c'est drôle. Et on l'a dit tout à l'heure, le corbeau parle et c'est marrant parce que quand il se remémore les souvenirs de sa petite amie, le corbeau lui dit non, ne pense pas à ça, ça te dévie de ton objectif. Et en fait, faut que tu perdes ton humanité à 100% pour pouvoir te venger. Et il y va, corps perdu. Donc d'un côté, je suis trop content de l'avoir lu. J'ai envie de voir le film. C'est hyper important, je pense, et c'est hyper intéressant de voir un artiste se donner corps et âme comme ça, parce que c'est assez rare. D'un autre côté, est-ce que j'ai envie d'avoir ça dans ma bibliothèque ? Je sais pas. Je sais pas, surtout que on en a parlé un peu avant. Delcourt a publié des versions où en fait l'artiste a rajouté plusieurs versions, ouais, je pense qu'il y a eu lieu. Mais c'est pas pour lier à la suite pour moi. Mais en fait il y a plusieurs versions et dont un personnage qui réapparaît plus tard dans des suites mais qui n'est pas écrit par James O'Barr. Et en fait je trouve que ça dilue beaucoup de choses et même même si ça a rien à, même si c'est pas forcément en rapport avec des suites. La version que j'ai lue, elle est très condensée. Ça cut sévère, ça envoie, c'est intense, d'ailleurs, ça se lit très très vite. Ouais, c'est la version d'origine. C'est la version d'origine. Okay. C'est 200 pages, quelque chose comme ça en tout. Et sauf qu'aujourd'hui, je pense que tu peux trouver qu'une version où James O'Barr a voulu rajouter, et je pense que c'est un peu des critiques parce qu'il y a beaucoup de flashbacks aussi qui ont été rajoutés sur sa relation avec sa petite amie, etc. Et je pense qu'à un moment, il s'est peut-être rendu compte que c'était peut-être trop violent, ou en tout cas trop abrupt, notamment envers le personnage féminin qui est vraiment il sert pas à grand chose à part te rappeler c'est une femme, voilà. Mais du coup c'est un grand oui, mais en même temps avec un petit recul en me disant c'est dans son jus. Ah oui, ça, oui. Pas mais de du doute, coup mais c'est intéressant. C'est pas à montrer à tout le monde, c'est pas accessible à tout le monde. Mais par contre, ouais, c'est splendide. En fait, je m'attendais pas à un tel niveau de dessin, en tout cas. D'accord.
Bon. Pas lu. Voilà. Bah, comme ça, c'est réglé. Pas lu, pas lu. Bah, moi, je l'ai pas lu non plus, mais ça me donne envie de m'y mettre. Merci. Moi, pas trop. Bah oui. Ah ouais, mais c'est qu'est-ce qui bien, t'a. ouais. Qu'est-ce qui t'a. Moi, pas trop, parce que effectivement, je suis. Ça ne m'étonne pas, je regardais un petit peu, ça ne m'étonne pas de t'entendre dire que c'est marqué dans son temps, Ah oui, ça. c'est dans son jus, c'est marqué dans son époque. J'ai vu le film quand c'est sorti. Ça ne m'appelle pas. Tu vois ce que je veux dire, le tout noir et blanc. Effectivement, C'est marqué. les plans avec le personnage musculeux, un peu tout sec, comme effectivement Iggy Pop. Ah, bon, Bon, t'es pas Pas émo, ta cam. quoi. non. Bon. Bon, écoutez, en tout cas, ça aura permis, je l'espère, à nos éditeurs, aux auditrices de se faire un avis et d'avoir l'envie ou pas de découvrir The Crow, qui est quand même un comics, qui est quand même un comics qui a marqué son temps. C'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas qui a eu un certain impact et qui est rentré dans l'imaginaire collectif. Donc de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve toujours intéressant de se pencher sur un élément qui est rentré dans la culture populaire, quoi. Après, effectivement, des fois, on retourne à la source, on fait « Ah oui, bon, finalement, bof » ou « Ah ouais, carrément, je comprends pourquoi et j'adore ». Bref, on laissera à chacun l'opportunité de se faire son avis. Yes. Et ainsi se termine cette émission. Comme toujours. Je vais vous parler aussi, mes amis auditeurs, auditrices, des réseaux sociaux. Si vous nous écoutez, pensez à nous mettre des étoiles sur les applications de podcast. C'est bien, ça nous fait remonter dans les algorithmes. Et puis, sinon, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Comics Outcast, vous le trouverez sur Instagram. Il y a un compte Blue Sky aussi. Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'on va laisser mourir de sa belle mort gentiment le Bouya Comics Club sur Facebook, puisque plus personne n'y va. Mais on est sur Instagram, on est sur Blue Sky, et puis on est aussi les uns et les autres trouvables à titres individuels, tels que Matt. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On va pouvoir me retrouver sur le Discord, le Discord du vaisseau Hyper Sans Sas, et un petit peu sur. Oui. Non, que tu fais très bien de mentionner, le Discord oui, du vaisseau Hyper Sans Sas. Je vous conseille de le rejoindre. On discute de tout. On discute ciné, comics, manga, jeux vidéo, jeux de plateau, de toys. Il y a vraiment tous les sujets. Et malheureusement pour certains, on discute aussi politique. XT, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur le Discord. Sur le Discord ponctuellement, un tout petit peu sur Blue Sky et puis au travail comme d'habitude. Eh bien. Sur ton kayak. Et au kayak, ça va au kayak. Beaucoup de temps au kayak. Retrouver sur l'eau. Ça kayak sévère. Matsatonaka. Vous me retrouvez en beau milieu de la Seine-Saint-Denis, comme souvent. Et moi, je suis sur la Seine du coup. Au Hein kayak. Je suis à la Seine en kayak du coup. Et du coup, la Seine ne passe. Enfin, oui, si, la Seine passe en Seine-Saint-Denis, bien évidemment, mais pas par chez moi. C'est plutôt le canal de l'Ourcq à côté de chez moi. Sinon, bah écoute, comme je fais ma tête de con, je suis resté sur Twitter. C'est pas très grave. Enfin, tant que Belen Ortega et Belkli Sivli resteront sur Twitter, je resterai aussi. Et sinon, bien sûr, j'essaye de passer sur le Discord de temps en temps, et c'est pas bien parce que je suis quand même membre du crew, mais je suis pas suffisamment sur le Discord. Et puis Du crew. Membre du crew. Et puis voilà. Et puis bien évidemment avec vous. Et toi, Jean, on te retrouve où ? Vous pouvez me retrouver sur Instagram et vous pouvez me retrouver sur Instagram. Ouais, ça sera trop tard pour ta pièce. Il reste quelques dates en publiant, on diffuse le 19. Il vous restera quelques jours, amis parisiennes, éventuellement pour venir me voir sur scène au Café de la Gare, dans le pire premier encart de l'histoire, une pièce de Jérémy Manès, qu'on connaît un peu par ici. Bien sûr. C'est un traducteur de comics. La pièce ne parle pas de comics, mais c'est une comédie politique, engagée. On joue encore jusqu'au 31 décembre compris. C'est parfait. Voilà. Tu joues à Noël ? Non, on joue jusqu'au 22 et ensuite on fait 28, 29, 30, 31. Ça, c'est les gens de gauche, là, ils prennent des vacances. Ils les goûtent.
Voilà, et puis vous pourrez me retrouver bientôt, ou peut-être déjà, Ah. dans le dernier épisode de la cartographie des chimères. Allez. Et en tout cas, merci aux auditeurs, merci aux auditrices, et merci à bisous. vous, les amis, Allez, d'avoir fait cette émission bisous, avec bisous, moi. à bientôt. C'était un Bye bye. plaisir. C'était chouette, c'était trop bien. Joyeuses fêtes, profitez de vos Joyeuses proches. fêtes. Eh oui, joyeuses Faites- fêtes, c'est et ça. surtout, Et prenez oui. soin de vous. Et achetez des comics. Fin de transmission.